permet de créer des objets, de leur demander d'exécuter des méthodes, voilà, pour voir un petit peu le fonctionnement de l'approche objet. Ensuite, il y a les exercices donc 303 et 304. Bon, enfin, ceci dit, vous avez une deuxième séance cette semaine, donc je pense que ce sera plutôt pour la deuxième séance, où là, on va voir, on va aller un peu plus loin, puisqu'on va avoir cette fois des objets qui contiennent d'autres objets ou qui pointent sur d'autres objets, avec la composition et l'agrégation. Donc, eh bien voilà, là, on code. Donc, il faut que vous ouvriez CodeBlock, fassiez un premier projet, un projet C++, et puis commencez à coder vos classes. Donc, allez-y, et puis je vais vous faire au fur et à mesure les rappels nécessaires. Je pense que, bon, déjà, si vous avez des questions sur le cours, vous me les posez voilà, tout de suite. Et puis sinon, ce qu'on peut faire peut-être, c'est que je peux coder en live avec vous en vous expliquant le 300. Puis après, de toute façon, le 301, 302, vraiment, il y a rien de nouveau par rapport à l'exercice 300. C'est pas le même contexte, c'est pas tout à fait c'est pas les mêmes méthodes. Le corps des méthodes n'est pas le même. Enfin, le principe est exactement le même. OK? Alors, on y va. Allez-y. Bon, attendez, je vais faire un partage d'écran. Pas 300, non, c'est 300. Alors, partage d'écran. OK. Ça, je quitte. Donc, on ouvre CodeBlock. Et donc, en C++, enfin bon, c'est un peu particulier justement en C++. La convention veut qu'on déclare les classes dans un fichier header.h et qu'on implémente les méthodes dans un fichier source.cpp. En fait, en C++, on pourrait tout faire dans le même fichier, mais bon, donc ça arrive pour des petits exercices qu'on fasse tout dans le même fichier. Mais bon, là, on va faire un projet, on va faire les choses bien, comme il faut, même si, bon, voilà, on n'a qu'une classe. Donc là, ce ne serait pas forcément nécessaire, mais bon. Donc, vous créez un nouveau projet, comme d'habitude. Hop, vous voyez l'écran. Là, normalement, j'ai le partage d'écran. Vous lui donnez un nom. Je vais l'appeler 300. 304. Voilà, donc la première. Alors là, il n'y a pas de partie conception. C'est vrai qu'on attaque direct le code parce que on n'a qu'une seule classe. Donc on pourrait faire un diagramme de classe avec une seule boîte pour la classe rectangle, mais bon là, ça n'a pas tellement de sens. Il n'y a pas d'association, il n'y a pas d'autres classes. Donc voilà. Donc vous créez un fichier header. Alors la convention, en général en objet, c'est que donc on va appeler les disons que quand on code une seule classe dans un fichier source, on va donner le nom de la classe au fichier. En C++, rien n'oblige à coder une seule classe par fichier, en fait. On pourrait définir plusieurs classes dans différents headers, coder les méthodes de différentes classes dans un même fichier source, etc. Bon. En Java, par contre, c'est pas possible, par exemple, à un autre langage objet. C'est vraiment un fichier .java par classe publique, en tout cas. On peut avoir des classes internes, mais par classe publique. Donc voilà. Donc on va plutôt essayer d'adopter cette convention-là. De même, la convention en objet, en général, c'est que le nom des classes commence par une majuscule. Bon, ceci dit, en C++, c'est pas vraiment adopté, puisque par exemple, la classe string, vous l'avez vu, son nom commence par une minuscule. Bon, moi, je reste dans la convention un peu UML. Donc, j'appelle mon fichier header rectangle, puisque c'est donc le fichier qui va décrire le contenu de la classe rectangle. Pensez bien à cocher debug release pour que ce soit bien inclus. Donc, ouais, c'est quoi? Oui, il faut toujours ici, là, il y a toujours un petit bug. Il faut toujours bien sélectionner le bon dossier. Ça se fait pas automatiquement. Donc voilà. Donc c'est ici qu'on va déclarer la classe à ce niveau-là. Et puis il faudra également, vous pouvez le faire tout de suite, donc créer un fichier source. Hop. Que j'appelle également rectangle pour le coup. Voilà, tout est prêt pour coder. C'est bon pour vous? Vous suivez? Oui, jusque-là, c'est bon.
Voilà, s'il y en a qui ont des problèmes avec CodeBlock, etc., bon, bah, vous me demandez, hein, mais bon, normalement, il y a déjà eu un TD, enfin, la semaine dernière, vous avez déjà codé, donc tout devrait être correctement installé. Alors, allez-y, il faut que ça vienne quand même de vous. Bon, je vais évidemment coder avec vous au départ, hein, mais bon, donc, c'est la syntaxe du C++, hein, donc classe, pour dire qu'on va définir une classe, rectangle, ouvrez l'accolade, hop, fermez l'accolade, attention, ça se terminera par un point-virgule, hein, et donc on va définir entre les accolades ici, hein, c'est un peu comme une définition de structure, hein, donc tous les éléments de la classe. Alors la nouveauté par rapport aux structures, c'est que donc avec les classes, on va définir des niveaux de visibilité, hein. Je vous renvoie à votre cours. Donc il y a le niveau public. Tout ce qui va être déclaré dans la zone publique de la classe, sera accessible à partir de l'extérieur de la classe. Typiquement, voilà, hein, de tout ce qui sera déclaré dans la zone publique. Donc on va voir, en général, on met d'abord private. Enfin, bon, on va avoir deux zones pour l'instant, nous, private et public. Alors j'aime pas qu'ils me remettent pas mon indentation. Moi, j'aime bien que ce soit indenté comme ça. Voilà. Tout ce qui sera déclaré dans la zone publique sera accessible de l'extérieur. Donc, typiquement, voilà, à partir, par exemple, d'un sous-programme dans un autre fichier source, je pourrais y accéder. Mais on va le revoir, hein, avec l'exemple. Et puis, tout ce qui sera déclaré dans la zone privée, par contre, attention, ne sera pas accessible, visible de l'extérieur de la classe. Seules les méthodes publiques de la classe, qui seront donc déclarées dans la zone publique, pourront accéder à ce qui est mis en privé. Donc, en général, les attributs, on respecte le principe d'encapsulation, c'est votre cours, hein, on les met en privé. Ça, c'est surtout utile, en fait, quand on code à plusieurs en équipe sur des gros projets, hein, avec des logiciels compliqués. Donc là, évidemment, tout le code est réparti, hein, selon des équipes, sur différentes équipes de développeurs. Et chaque équipe est spécialiste quand même du domaine de l'application qu'elle doit coder. Et donc, ils savent ce qu'il faut faire. Hein, ils savent exactement ce qu'il faut faire, comment est-ce que les données doivent être manipulées, etc. Et donc eux, ils prévoient, hein, dans la partie publique des méthodes pour manipuler tous les attributs de l'objet correctement, avec tous les blindages qu'il faut, toutes les vérifications qu'il faut, etc. Et du coup, comme les attributs sont en privé, ceux qui vont ensuite, dans une autre partie du code, utiliser cette classe, hein, tout comme vous avez utilisé la classe string qui avait été définie dans les grilles standards, là, dans d'autres parties du code, d'autres programmeurs pourraient être amenés à utiliser votre classe rectangle, par exemple, et ils ne pourront pas faire n'importe quoi avec les attributs, avec les données stockées dans les attributs. Parce que la seule manière qu'on pourra avoir d'accéder et de modifier ces attributs, c'est en passant par les méthodes prévues dans la partie publique. Et ça, c'est celui qui a été chargé de coder la classe, hein, qui l'a fait, et lui, il est censé être spécialiste, avoir bien fait les choses. Bon, on y reviendra, hein, c'est le principe d'encapsulation. Donc, on va le respecter. Donc là, on vous demande de déclarer deux attributs donc, pour caractériser le rectangle. Donc, j'imagine la largeur, hein, et la longueur. Puisque là, on n'est pas encore, hein, on pourrait dire qu'un rectangle est caractérisé par des points, par 4 points. Hein, mais là, je sais que ce n'est pas ce qu'il faut faire, puisque c'est plus loin. Hein, c'est plus loin qu'on aura dans le 303 une composition avec un objet donc, qui est composé, qui est défini par d'autres objets. Donc, vous déclarez ici les deux attributs. On peut se positionner en entier, hein, donc longueur et largeur. Alors, la convention, et puis M. Diedler, il l'adopte, hein, c'est que on met un M underscore, hein, devant les attributs, ce qui permettra de les distinguer du nom des paramètres, hein, dans les méthodes, par exemple. Bon, on va y revenir dès qu'on aura un exemple. Donc, voilà, on déclare deux attributs, hein, comme on le faisait pour des champs de structure. Donc, il n'y a que ça, a priori, hein, qui est demandé dans l'énoncé. Hein, on pourrait mettre d'autres informations, mais voilà. Dans la partie publique, vous allez, alors c'est là où il y a vraiment des nouveautés, il y a des notions importantes qu'il faut que vous appreniez dans votre cours. Déclarer toutes les méthodes, pas les coder. On va les coder, hein, on implémentera les méthodes dans le fichier source. Alors, on pourrait les coder ici, c'est-à-dire faire ce qu'on appelle des fonctions inline. Je crois que M. Diedler en parle dans son cours, mais d'après ce que j'ai vu des autres groupes, il ne l'a pas spécialement fait lui-même lors du cours. Donc, on va pas faire de fonctions inline. Les fonctions inline, quand on les code directement, en fait, ça veut dire que les instructions des fonctions sont directement insérées en fait à l'endroit où elles sont appelées. Hein, il n'y a pas un système de pointeur sur fonction qui est mis en place, etc. Et les instructions sont directement insérées dans le code, ce qui fait un code plus lourd, mais ce qui peut parfois rendre le programme ensuite plus performant. Bon, pour l'instant, vous ne vous souciez pas de ça, hein, je le dis quand même, parce que c'est vrai que si vous le voyez dans le cours, vous pourriez être surpris que les méthodes soient directement codées ici ou qu'il y ait indiqué inline avant le nom de la méthode et puis qu'elle soit codée ensuite en dessous. Hein, là, on ne va pas faire comme ça, on va avoir l'approche
l'approche standard, hein, mais sachez qu'effectivement, ça peut se faire et ça peut parfois améliorer les performances. Donc, parmi les méthodes, donc les méthodes, c'est les sous-programmes en gros. La différence, c'est que c'est des sous-programmes qui vont être appelés par les objets ou bien au moment de la création des objets. Hein, on ne passera plus les objets en paramètres à des sous-programmes qui sont codés comme ça, de manière complètement séparée des données. C'est vraiment en quelque sorte les méthodes, c'est des sous-programmes dont disposent les données en fait. Hein. C'est les données qui peuvent exécuter leur sous-programme pour effectuer certains traitements. Bon, vous allez voir le fonctionnement après. Alors parmi ces méthodes, il y en a des particulières qu'on appelle des constructeurs. Alors ça, c'est des méthodes particulières. Parce que c'est des méthodes donc qui sont appelées au moment où un objet est créé en mémoire. Donc soit au moment où il y a une déclaration automatique d'un objet. Hein, là, donc, à la limite, je peux laisser ça comme ça. Voilà. Donc là, je vous montre au fur et à mesure. Donc, allez-y. Hein. Alors, ceux qui sont en avance, parce que moi, j'ai déjà eu un groupe en présentiel. Il y en a qui étaient déjà à l'exercice 302, 303. Vous avancez, hein, évidemment. Moi, là, je me base sur le fait qu'il y a forcément des élèves qui débutent, des ingénieurs de nouveau, des élèves qui ne sont pas forcément à l'aise en programmation. Donc, je repars de la base, mais les autres, vous avancez. Donc là, j'ai une classe, pour l'instant, il n'y a pas de méthode dedans, hein, mais je peux déjà l'utiliser. Je ne vais pas pouvoir faire grand-chose, hein, puisqu'il n'y a rien d'implémenté dedans. Mais, donc, si j'inclus ici rectangle, .h, il faut inclure les headers quand on veut utiliser ce qui est défini dedans. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne me le sauvegarde pas celui-là, comme ça, voilà. OK. Et donc, du coup, maintenant, je peux, si tout va bien, déclarer un rectangle. Là, c'est une déclaration de variable. Hein. Je déclare un objet R de type rectangle. Hein. Nom de type, nom de variable. Ça, c'est classique. Hein. Bon, là, ça ne va rien faire, mais bon. Voilà. Hein. Le programme ne fait rien, mais enfin, vous voyez que ça fonctionne. Il reconnaît le type rectangle. Il m'a fait un petit warning, c'est normal, puisque je déclare une variable, je ne l'utilise pas. Hein. Donc, il dit, là, c'est bizarre. Bon, bref, c'est normal. Pour l'instant, je ne peux rien faire de plus. Donc, voilà. Eh bien, en fait, ce qu'il faut que vous vous rendiez compte, c'est qu'il y a toujours un constructeur par défaut. En fait, au moment où on déclare une variable, ou bien au moment où on alloue dynamiquement un objet avec un new, eh bien, il y a un constructeur qui est appelé une méthode particulière qui sert en fait à initialiser correctement l'objet. Alors, il y a un constructeur par défaut en fait qui fait rien. Et on va nous demander, vous, à chaque fois, donc ce qui fait que ça marche, de recoder vos propres constructeurs. Alors, ça peut sembler bizarre parce que c'est des méthodes, en fait, qui n'ont pas de valeur de retour et qui portent le nom de la classe, forcément. Donc, un constructeur, il porte le nom de la classe, donc je vais l'appeler rectangle. Et donc, on peut définir plusieurs constructeurs. C'est le principe de la surcharge de fonctions. On a déjà travaillé là-dessus au TD précédent. À partir du moment où leur prototype, donc ici la liste des paramètres n'est pas identique, on peut en définir plusieurs. Et en fonction de ce qu'on envoie en paramètres au moment où on appelle le constructeur, c'est-à-dire au moment où on crée un objet, c'est l'un ou l'autre qui sera appelé. Donc là, on vous demande d'en faire un par défaut. Donc, constructeur par défaut. Alors, donc je rappelle quand même, je vais rappeler le cours. Je vous rappelle que l'objectif des constructeurs, donc je vais le marquer ici, c'est des méthodes donc appelées de la création en mémoire des objets. Donc des objets de type rectangle ici, puisque je code des constructeurs de rectangles. Et il faut bien que vous compreniez leur rôle. Le rôle d'un constructeur, c'est de garantir que l'objet va correctement être initialisé avant d'être utilisé. Donc, à partir du moment où vous avez défini des constructeurs ici, dans la zone publique, forcément, vous allez être obligé d'appeler l'un d'entre eux quand vous créez un objet. Donc, typiquement, regardez là, je vais pas faire tout de suite, du coup, le constructeur par défaut. Je vais vous faire celui-là parce que sinon, ce que je vais vous montrer ne marchera pas. Donc, imaginez que je dise que j'ai un constructeur qui reçoit donc en paramètre la longueur et la largeur du triangle que je veux créer pour initialiser donc ces champs. Je déclare qu'il y a ça. Et puis donc du coup, il faudra coder. Alors je vais revenir, c'est juste pour vous montrer là le truc. Donc je vais coder ce constructeur. Je pourrais le faire inline, mais je préfère pas vous faire ça tout de suite. Donc rectangle.h. Comment est-ce qu'on va coder les méthodes Donc dans le fichier source, on va indiquer. Alors, il y a un opérateur de résolution de portée qui doit être utilisé. J'en reparlerai. Vous devez indiquer en fait
hein, quelle méthode de quelle classe vous codez. Ça vient du fait qu'on peut coder en fait différentes méthodes de différentes classes dans un même fichier source. Donc là, je code le constructeur donc, qui s'appelle rectangle, la méthode qui s'appelle rectangle, puisque c'est un constructeur, de la classe rectangle. Bon, voilà. Donc rectangle, deux points d'ailleurs, c'est l'opérateur de résolution de portée. Et donc moi je code, hop, je vais reprendre ici, celui qui reçoit en paramètre, donc deux arguments. Alors, on va coder pour l'instant de la manière classique comme en C, puis je vous montrerai qu'après, on peut utiliser la liste d'initialisation. Vous avez vu tout ça en cours, il faut vraiment que vous revoyiez votre cours quand même avant ces séances à distance. Donc, je dis que, OK, quand je construis un objet en appelant ce constructeur, eh bien, il reçoit deux valeurs, deux entiers, et j'initialise avec ces valeurs les attributs. Je vais vous faire une petite boîte mémoire quand même après pour que vous compreniez. Donc, l'attribut M longueur, dedans, je mets la première valeur reçue en paramètre. L'attribut M largeur, hop, je l'initialise avec la deuxième valeur reçue en paramètre. OK. Hop. Attendez, je compile. C'est bizarre il y a un truc où il ne m'a pas fait de reconnaissance. Si, ça a l'air d'être bon. Alors, donc c'est ce que je voulais vous montrer. Ça ne marche plus. Tout à l'heure, ça marchait. Maintenant, dans la classe rectangle, j'ai défini un constructeur qui reçoit deux paramètres. Et du coup, quand je déclare comme ça une variable de type rectangle, ça ne marche plus, ça ne compile pas. Il me dit, mais non, il n'y a pas de constructeur sans paramètres, ce n'est pas possible. Et c'est ça l'intérêt des constructeurs, c'est qu'à partir du moment où celui qui a programmé la classe, il a défini un constructeur, et on va voir qu'il peut en définir plusieurs, vous êtes obligé, quand vous utilisez la classe, d'appeler au moins l'un d'entre eux. Ça veut dire qu'en gros, vous ne pouvez pas créer n'importe comment un objet. Vous ne pouvez pas créer un objet sans l'initialiser correctement. Et donc, ça évite les plantages ultérieurs du programme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, du coup, faire un R.méthode machin, exécuter un traitement sur le rectangle, alors que sa longueur et sa largeur n'ont pas été définies, dans notre cas. Donc, je ne peux pas... En C, vous voyez qu'en C, il n'y avait pas cette contrainte-là. Évidemment, si on code bien, on fait gaffe, on le fait. Mais il n'y avait pas cette contrainte-là. Et quand on code sur des gros projets à plusieurs, c'est important. Imaginez que j'ai une méthode R, on va la faire après, qui me permette de calculer l'aire d'un rectangle. En C, rien n'empêche que je déclare un objet rectangle, puis je demande son aire, de calculer son aire. Alors, j'appelle le programme calculer R en lui passant le rectangle. Alors que, en fait, le rectangle, il n'a pas été initialisé. Ça va me retourner n'importe quoi. Rien ne l'empêche en C. Je peux avoir un programme initialisation, mais rien ne m'oblige à l'appeler. Ici, c'est obligé. C'est toute la puissance des constructeurs. Donc, le rôle d'un constructeur, c'est garantir qu'un objet est correctement initialisé avant d'être utilisé. Voilà. Celui qui code la classe, il sait comment les différentes manières qu'on peut avoir de créer et d'initialiser correctement un objet, il prévoit ces différentes manières en codant différents constructeurs. Et du coup, on est obligé d'utiliser une de ces manières-là. C'est vraiment ça le principe. Alors, juste un petit mot aussi pour vous dire. Donc, nous, là, on en veut deux. On veut un constructeur par défaut, c'est-à-dire le constructeur par défaut, c'est le constructeur en général sans paramètres. Qu'est-ce qu'on fait si aucune information n'est donnée pour la construction de l'objet ? Donc, typiquement là, qu'est-ce qu'on met comme valeur par défaut dans M longueur et M largeur Donc, on peut mettre 1, 1, 0, 0, ça n'aurait pas trop de sens. On peut dire que, voilà, par défaut, un rectangle, c'est un carré de côté 1 ou autre chose. Donc, voilà. Et puis, en général, mais pas forcément, il y a des constructeurs avec des paramètres pour initialiser. Donc, avec paramètres. Pour initialiser les valeurs d'attributs. Mais il peut y avoir d'autres constructeurs. On peut imaginer un constructeur, là, c'est pas demandé parce que vous n'avez pas encore vu les fichiers. Puis sur cet exemple, je ne sais pas si ce serait très pertinent, mais on pourrait imaginer un constructeur qui reçoit en paramètre un nom de fichier et puis qui ouvre le fichier et aille lire dedans les valeurs pour initialiser le rectangle. On pourrait imaginer un constructeur qui demande une saisie clavier des valeurs, etc., etc. Donc bon, il faut quand même respecter le principe que je peux avoir plusieurs méthodes qui ont le même nom, donc plusieurs constructeurs ici, mais qu'il ne faut pas qu'ils aient exactement le même prototype quand même. On est dans la même classe, donc sinon il ne saurait pas lequel choisir. Donc voilà. Donc,
Du coup, bah, celui-là, je l'ai déjà codé. Et donc, le constructeur, par défaut, il n'a pas de paramètres. Et donc, on peut supposer qu'on va mettre, je ne sais pas, c'est pas précisé dans l'énoncé, donc on va mettre à 1 par défaut les valeurs. C'est bon, vous suivez tous? Oui. Ok, merci. Donc voilà, que vous dire de plus sur les constructeurs? Voilà, juste voilà, il est bien conscience que là on fait des constructeurs tout simples, mais qu'un constructeur c'est une méthode, c'est un sous-programme, peut y avoir dedans des boucles, des tests, des ouvertures de fichiers, peut y avoir vraiment du code complexe avec des tas de blindages, etc. Bon, là on commence par des choses très simples. Voilà, c'est une méthode. Seule petite différence, enfin pas petite, il y a quand même des différences, c'est que pas de valeur de retour. Elle porte le nom de la classe. Et attention, elle ne peut être appelée qu'au moment de la création d'un objet. Je vous montre ça. N'hésitez pas à tout tester au fur et à mesure pour voir que si ça marche pas, etc. Donc là, ça ne marche plus. Enfin, si là, ça va remarcher puisque du coup, maintenant, je viens de... Là, c'est bon. J'ai défini le constructeur par défaut. Par contre, a priori, je crois que dans les versions qu'on a, on est obligé du coup, quand on en a codé, de mettre des parenthèses. Donc voilà. Alors attention. Donc, je peux déclarer un premier rectangle R qui sera créé en appelant le constructeur par défaut. Donc, j'indique ici que j'appelle le constructeur par défaut avec des parenthèses vides, puisque le constructeur par défaut n'a pas de paramètres. Je peux créer un deuxième rectangle en appelant cette fois l'autre constructeur, par exemple en passant 6 et, je ne sais pas, 10 en paramètres, donc qui sera de longueur 10 et de largeur 10. Ou l'inverse, je ne sais plus dans quel ordre j'ai mis les paramètres. Bien entendu, quand on a déclaré une classe, on peut ensuite donc instancier autant d'objets qu'on veut. Donc je peux instancier de nouveau un troisième rectangle avec des valeurs par défaut, etc. Donc bon là, mon code évidemment ne va rien faire puisqu'il n'y a pas d'affichage, donc on ne voit rien, mais vous voyez que ça marche. Alors il faut bien que vous compreniez du coup. Je vous laisse avancer les autres. Moi je fais les petits rappels là. Attends, je vais regarder s'il y a des questions dans la discussion. Je vais quand même... Comment je vais faire ce schéma mémoire là? Le tableau blanc marche toujours pas bien, je crois. J'ai pas de tablette avec crayon ici. Attendez. Hop, j'ai pas de questions. Truc de discussion. Non. Bon, ok. Donc je vais essayer de vous faire quand même un tout petit schéma mémoire pour que vous compreniez ce qui se passe à l'exécution. Donc en fait, ce qui va se passer à l'exécution, je vais le mettre comme ça, ici. Alors je vais pas tout faire, ça va pas être très pratique. C'est qu'il faut bien, faut vraiment que vous compreniez que rectangle, R, parenthèse, parenthèse. En fait, ça fait plusieurs choses. D'abord, ça crée en mémoire un objet de type rectangle. Première chose qui est faite, c'est que donc un objet de type rectangle est créé en mémoire avec donc deux sous-zones. Pourquoi il me met en bleu? Donc c'est un objet, donc il y a des sous-emplacements à l'intérieur pour donc les deux attributs. Okay. Donc c'est un objet avec à l'intérieur, bon ça va pas être très pratique, je vais pas le faire beaucoup, mais enfin comme ça je vous laisse un petit peu avancer sans vous fournir tout le code. Deux sous-zones pour les différents attributs, donc il y a deux champs. Voilà, donc on le représenterait comme ça en fait. Je sais pas pourquoi. Voilà. Donc le premier champ, le premier champ, hop, s'appelle M largeur. Bon, je pense que vous avez tous compris. Enfin, M largeur ou M longueur, je ne sais plus dans quel ordre. Peu importe. Longueur, je crois. Longueur. Le deuxième, M largeur. Voilà, je vous refais le schéma mémoire parce qu'on peut vous les demander. Il faut quand même que vous ayez bien conscience de comment est-ce qu'on les fait. Donc, hop, on peut indiquer le type également. Donc, au moment de la déclaration d'un objet, mon rectangle R, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, il y a cet objet-là qui est créé en mémoire à une certaine adresse. C'est une déclaration de variable. Donc, je vous rappelle que, hop, donc alors, je le fais comme ça. En fait, les champs se suivent. La RAM, c'est une suite de cases mémoire, évidemment. Il n'y a pas de carré comme ça. Mais bon, à une certaine adresse, peu importe, par exemple, à l'adresse 8000, je marque des adresses au pif. C'est toujours des adresses beaucoup plus grandes que ça. Mais bon.
Voilà. Je ne le ferai pas à chaque fois. Hein. Hop. Donc, un petit objet qui s'appelle R. Ça, c'est la première chose qui est faite. OK. Et puis, automatiquement, donc, un constructeur est appelé. Hein. Et ça, bon, voilà, attention, parce qu'effectivement, quand c'est le constructeur par défaut, et puis il y a des versions du C, on n'est pas obligé de mettre les parenthèses, on s'en rend pas forcément compte, mais au moment de la création d'un objet, hein, en orienté objet, il y a donc réservation de l'emplacement mémoire et appel d'un des constructeurs. Donc, si je prends là le rectangle R, c'est le constructeur par défaut. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Hop, il fixe dans les zones mémoire M longueur, M largeur donc de l'objet. Donc, en gros, à l'adresse 8000 puis à l'adresse 8004, puisque c'est des entiers. Il va mettre donc les valeurs 1 et 1. Quand je crée R2, bah, c'est pareil, sauf que quand je crée R2, du coup, c'est les valeurs transmises en paramètres qui sont mises. Donc là, ce sera 6 et 10, si je me souviens bien de ce que j'ai mis. Voilà. Donc les deux choses. Je ne sais pas comment le marquer bien là. Si je sais ce que je vais faire. Je vais vous marquer comme ça. Donc, petit 1. Pardon. Donc, déclaration ou allocation donc d'un objet. Donc ici, c'est une déclaration, on ne fait pas d'allocation dynamique. Instance de rectangle. Ça fait quoi? Donc, petit 1. Donc, réservation mémoire. Donc, réservation d'un emplacement mémoire. Donc, dont la taille est calculée en fonction des attributs. Petit 2, appel d'un constructeur. Du constructeur, enfin, de celui qui est choisi en fonction de la liste des paramètres. Il y a deux choses qui sont faites, OK? Bon, bref. Je vais regarder ça où. Je vais marquer quoi? Je regarde au cas où. Voilà. OK? Bon, je pourrais faire pareil. Il y a une deuxième déclaration ensuite. Donc, j'ai un objet R2, en fait. Hop, une nouvelle boîte, une nouvelle zone mémoire qui est réservée, avec deux sous-emplacements consécutifs donc pour la longueur et la largeur. Et appel du constructeur qui met les valeurs 6 et 10 dans cette zone mémoire, etc. Bon. Donc, voilà pour les constructeurs. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur les constructeurs? Je crois que j'ai dit l'essentiel, des rappels de cours. Donc, voilà, si je peux vous parler de la liste d'initialisation, effectivement. Donc, ce n'est pas obligatoire, mais enfin, je crois qu'il le fait dans son cours. Donc, on pourrait également, donc je vais le marquer là, autre code possible, avec liste d'initialisation. Donc, ça donnerait ça en fait. Donc, je le reprends le code. Et 2 points. Hop. M longueur. Il faut que vous le sachiez parce que si vous voyez ça fait la même chose, c'est pareil. Mais voilà, en général, on écrit comme ça. Donc, si vous trouvez ce code-là, que ça ne vous surprenne pas. Et je crois que dans le cours, il y a des endroits où c'est comme ça. C'est une autre manière de coder le constructeur. Attention qu'il a quand même un corps, évidemment. Donc voilà, donc on va utiliser. Alors du coup, ça devient un peu agressif. C'est la syntaxe C++. Voilà. 2 points. On indique ici comment initialiser les valeurs d'attributs. Et il y a évidemment quand même des accolades ouvrantes donc, et fermantes parce que c'est une méthode. Je pourrais ici avoir ensuite des boucles, des tests, autre chose. Mais on peut utiliser cette manière-là, voilà, d'écrire pour initialiser les attributs. Vous l'avez fait ça en cours? Je crois que oui. Juste, madame. Oui. Du coup, on peut pas utiliser les constructeurs avant de les avoir définis dans le CPP, enfin, dans le deuxième. Non, parce que si vous les codez pas, là, il va vous dire qu'il trouve pas. Mettez-les en commentaire. Essayez en mettant en commentaire. Je vais faire un build, donc rebuild. Yes. Hop. Et voilà. Il me dit, undefined reference, tout rectangle avec deux entiers en paramètres. Alors, vous allez me dire, le premier passe, oui, parce que comme je l'ai dit au début, il y a toujours un constructeur par défaut qui fait rien, en fait. Donc là, il n'y a plus de constructeur, donc j'ai le droit quand même de créer un objet. Bon, tant pis, il sera mal initialisé.
hein. Mais celui-là, non. Il est bien déclaré, effectivement, mais il n'y a pas le code, donc il ne peut pas l'exécuter, hein. Voilà. Et attention, hein, ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que le constructeur par défaut, effectivement, du langage C++, il fait rien. Mais si j'ai codé un constructeur par défaut, donc sans paramètres, du coup, c'est forcément lui qui est appelé. Comment est-ce que je peux vous faire tester ça? Alors, bon, on va le retester après. On va faire il faudra qu'on fasse les accesseurs pour que je puisse vous montrer ce qui se passe. C'est le petit set, hein. Donc dès qu'on aura fait le petit set, j'y reviendrai. Je vous montrerai qu'attention, hein, si vous avez codé un constructeur par défaut, c'est le vôtre qui est appelé et non pas le constructeur par défaut qui est utilisé ici parce qu'il n'y a pas de constructeur défini. Donc non, il faut les coder évidemment. S'il n'y a pas de code, il ne peut pas exécuter une méthode. Un constructeur est une méthode. C'est comme si vous aviez défini un int f entre parenthèses int x point virgule. Déclaration d'un prototype, puis que vous n'aviez pas codé le F. Dans votre code, vous ne pouvez pas appeler F, hein. Donc c'est la même chose. Donc voilà. Alors ensuite, si on suit l'ordre de l'exercice, on vous demande un destructeur. Alors là, comme son nom l'indique, c'est l'inverse, hein. Enfin, c'est la fin logique d'un objet. Il est détruit de la mémoire quand on n'en a plus besoin. Alors si c'est une déclaration juste de variable comme ça, hein, automatique, bon, l'objet il est automatiquement détruit quand on arrive à l'accolade fermante du bloc où il est déclaré. Ah ouais, c'est bien, ça fait une sorte d'écho là. C'est que ça. Mais si on fait l'allocation dynamique, attention, pour qu'un objet soit libéré, il faut qu'il y ait un delete, hein. Ça, vous l'avez vu au truc précédent. C'est avec le delete, l'équivalent du free, hein, qu'on détruit l'objet. Et alors, tout comme quand on déclare un objet, quand on alloue un objet, il y a réservation d'emplacement mémoire, puis appel du constructeur. Eh bien, il y a le truc inverse. Avant de détruire un objet, juste avant de détruire un objet, il y a appel du destructeur. Voilà. Pour garantir, en fait, que on détruit correctement l'objet. Alors, pourquoi? Tout simplement, par exemple, on pourrait imaginer que quand on détruit un objet, il faut d'abord sauvegarder les données, hein, pour pas qu'il y ait de perte de données. Donc, on pourrait imaginer un destructeur qui ouvre un fichier, qui sauvegarde les données avant que l'objet soit détruit. Ensuite, ce sera surtout important, les destructeurs, quand on aura de la composition traduite par pointeur. Imaginez que donc mon rectangle, j'ai décidé qu'il soit composé, enfin défini par 4 points. Et puis qu'en fait, je travaille en allocation dynamique, hein. Donc, je dis, voilà, quand j'alloue un rectangle, automatiquement, ça alloue ces 4 points. Et le rectangle possède des pointeurs sur ces 4 points à lui, mais ils sont qu'à lui, c'est de la composition, pas partagée, etc. Du coup, quand on détruit le rectangle, il faut détruire ces 4 points. C'est pas automatique, ça, hein, c'est quand vous avez une structure qui contient un pointeur sur autre chose. Quand vous détruisez juste la structure, ça ne détruit pas les objets pointés. C'est à vous de le coder, hein. Donc, les destructeurs peuvent également servir à ça. Enfin, les destructeurs, mais attention, donc on a un destructeur par classe et pour le coup, on ne peut pas avoir plusieurs destructeurs parce que les destructeurs, donc, ils n'ont pas de paramètres. Voilà. Et donc, ne peuvent pas retourner de valeur, hein. Donc, le prototype d'un destructeur, c'est toujours tilde le nom de la classe, hein, et rien en paramètres. C'est comme ça, c'est imposé. On ne peut pas prévoir plusieurs manières en fait de détruire un objet, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire quand la mémoire est libérée? Donc, destructeur, d'appeler lors de la création mémoire des objets, hein, juste après, je marque. Et les destructeurs, c'est une méthode qui va être appelée lors de la libération mémoire d'un objet, et en fait, juste avant, hein, juste avant de libérer la mémoire, donc de perdre les données de l'objet, on appelle le destructeur qui peut-être les sauvegarde, qui peut-être ne fait rien, etc. Appeler lors de la destruction en mémoire, de destruction mémoire, on dit plutôt d'un objet. La libération mémoire, hein. Juste avant, cette fois, hein. C'est logique, hein. On ne peut pas initialiser les attributs d'un objet avant que les emplacements aient été réservés, hein. Donc forcément, la création se fait avant l'appel du constructeur. Et évidemment, hein, s'il y a des choses à faire avec les données de l'objet, il faut le faire avant que la mémoire soit libérée et donc potentiellement perdue. Voilà. Et donc le rôle, c'est garantir
voilà, enfin, je sais pas comment l'expliquer ça, hein, que tout est fait correctement, voilà. Fait correctement. Sauvegarde des données. Destruction des objets composants, éventuellement. Pointer, je vais marquer pointer pour l'instant. Hein. Éventuellement, pas forcément. Hein. Pas forcément. Il peut y avoir des composants partagés. Dans ce cas-là, il ne faut pas les détruire. Hein. Si j'ai plusieurs objets qui partagent un même composant, bah, j'en détruis un, mais peut-être que les autres, ils continuent à exister. Donc, à ce compte-là, voilà. Donc, éventuellement. Hein. Je vais essayer d'avoir plus de place. Je passe à la ligne. Hein, donc, tout est fait correctement avant de détruire l'objet. La libération de mémoire. Ok, donc les destructeurs, c'est toujours tilde, le nom de la classe. Pas de paramètres, il n'y en a qu'un, d'accord? Voilà, et donc bah là, il n'y a pas marqué. Alors, en fait, là, on vous demande de coder un destructeur, mais franchement, en fait, eh bien, il ne fait rien. Hein, puisque là, j'ai un objet qui ne contient pas d'autres objets, enfin qui ne pointe sur aucun autre objet. On ne va pas évidemment sauvegarder dans un fichier, vous n'avez pas encore vu ça. Donc là, le destructeur, en fait, il ne fait rien. Donc je pourrais ne pas le mettre. Il y a un destructeur pareil par défaut. Hein. Là, en fait, quand je vais détruire l'objet, si je reprends mon PowerPoint, bah, je claque. Ça détruit la zone mémoire. Et puis, bah, c'est bon, j'ai plus la zone mémoire, c'est très bien. Hein. Donc peut-être là, pour vous rendre compte quand même de l'utilité, faites un petit message. Hein, on peut le coder avec un petit message. Je vais marquer ça ici. Donc, le destructeur rectangle, tilde, rectangle. Hein, n'oubliez pas l'opérateur de résolution de portée. OK. Donc, dans cet exo, je le marque. Il ne sert à rien. Donc, on peut lui faire afficher quelque chose. Voir qu'il est appelé. Hein. D'ailleurs, vous pourriez mettre un affichage également dans les constructeurs. Voilà, comme ça, vous allez voir ensuite, quand vous avez exécuté le main, qu'à chaque fois qu'il y a un objet automatique, hop, ça appelle un constructeur, etc. On va faire ça. Hein, donc, vous pourriez mettre ici, mais ce n'est pas demandé, hein, c'est des 2 points, c'est out. Donc, destruction. Voilà. C'est juste pour voir qu'il est bien appelé quand on détruit un objet. Hein. Pareil, hein, ici, on peut rajouter hein, pour se rendre compte qu'il y a un appel. Mais encore une fois, en général, c'est pas ça. Hein, toujours principe, on sépare l'affichage des traitements. Hein, donc, normalement, on ne fait pas d'affichage comme ça des constructeurs. Hein. Hein, mais normalement, on ne le fait pas l'affichage. Hein, OK. Madame? Oui. Je peux vous poser une question? Oui, bien sûr. En fait, là, j'étais en train de faire des getters, du coup, pour avoir la longueur et la largeur. Oui. Et ce que je voulais essayer de faire, c'est que dans mon main, du coup, bah, je voulais utiliser mes getters, mais ça marche pas. Alors, pourquoi? Attends, comment on peut faire? Vous voulez me faire un partage d'écran? Bah non, je pense que vous savez pourquoi ça marche pas. Bah, je sais pas comment vous les avez définis, comme un truc normal, quoi. Juste, comme il faut écrire et ensuite return la valeur temps. D'accord, mais donc ici, donc là, je fais le petit set pour votre camarade, hein, pour qu'il reste pas bloqué. Et effectivement, dans les méthodes, il y aura ce qu'on appelle des accesseurs. Donc, c'est des méthodes, attention, on ne les code pas systématiquement, hein, parce que si on met les données en privé et puis qu'on nous fait à chaque fois des getters et des setters, on se dit, à ce compte-là, autant mettre le truc en public. Hein, s'il y a des méthodes pour lire la valeur de la donnée et pour la modifier,
de partout, on pouvait très bien déclarer en public. Bon, donc en général, là pour commencer, on va faire les deux, mais en général, on réfléchit. Est-ce que les données pouvoir être lues comme ça, en général, on dit accesseur quand c'est une méthode qui fait juste un return. Donc, est-ce que pouvoir récupérer la valeur de l'attribut comme ça, sans vérification, sans machin? Est-ce qu'on veut pouvoir modifier la valeur de l'attribut comme ça, juste avec une affectation? Dans ce cas-là, on fait des accesseurs. Donc, soit en lecture. Donc, en lecture, c'est des getters. Et c'est ça que vous avez fait, vous? C'est ça qui ne marche pas? C'est les getters? Ouais, j'ai juste fait. J'ai juste Alors, fait un typiquement, getter. là, bon, un getter, c'est quelque chose qui va permettre de récupérer la valeur d'un attribut. Donc, vous appelez ça, par exemple, get longueur, enfin, get long pour longueur. Hop. Vous allez, alors, on pourra rajouter quelque chose ici. Est-ce que vous avez déclaré comme ça? Vous avez rajouté quelque chose après le nom de la méthode? Je ne sais pas si vous y avez pensé. J'ai mis const. Vous avez mis le const, ouais, très bien. Alors, c'est pas obligatoire. Je vais y revenir après sur cette histoire du const et on va les mettre, mais pour l'instant, voilà, c'est pas obligatoire. Donc, d'ailleurs, pour les setters, il ne faut pas mettre le const, d'ailleurs. Donc, voilà, je vais vous en parler après. Et donc, vous avez ensuite codé ici donc, vos getters. Attention, il ne faut pas oublier l'opérateur de résolution de portée. 2 points, 2 points. Vous l'avez mis, ça? Ouais. Bon. Bah, c'est juste qu'en fait, dans mon main, il me dit qu'en gros, get, du coup, je les ai appelés get largeur, get longueur. Il me dit dans le main, en gros, c'est pas déclaré in the scope. Je sais pas ce que ça veut dire. Vous avez bien mis le include. Attendez, bon, on va voir. Je vais jusqu'au bout. Là, j'en ai pour 2 secondes. Puis si vous avez fait comme moi et que ça marche pas, c'est qu'il y a un autre problème au niveau peut-être tout simplement du linkage entre les différents fichiers. Parce que c'est bizarre. Là, il n'y a rien à faire. Donc, hop. CTRL V, F largeur. Et donc, du coup, maintenant que c'est fait, je peux dans mon main ici, donc, faire un std 2.2.cout. C'est comme ça que vous avez testé, par exemple, de r.getLarge. Hop. Par contre, j'ai pas fait comme ça. Moi, je voulais juste, j'ai appelé une variable genre A, et j'ai mis A égale get largeur. Alors, vous pouvez faire ça. Int A égale R point. Vous n'avez pas oublié le R point. Ah non, ça, j'ai pas fait. Oui. Ça. Alors, c'est la nouveauté objet, en fait. Donc, on peut le déposer comme ça. La nouveauté de l'approche objet. De toute façon, get largeur retourne donc la valeur d'un attribut. Donc, get largeur doit aller chercher ici ce qu'il y a dans la case qui s'appelle ici M largeur de l'objet. Mais de quel objet? Vous voyez? Donc, comment est-ce qu'on aurait fait en C? On aurait passé en paramètre. Et qu'est-ce qu'on fait? On passe en paramètre l'objet. L'approche en C, ça aurait été de faire, on a une méthode, enfin un sous-programme qui est large, et on lui passe en paramètre l'objet, la structure sur laquelle il travaille. Donc ça, c'est l'approche C, l'approche en langage C. En objet, on change complètement le paradigme. C'est plus des fonctions auxquelles on passe des données en paramètre, c'est des objets, des données auxquelles on demande d'exécuter des traitements sur elles. Et donc là, je demande à l'objet R d'exécuter sa méthode getLargeur. Automatiquement, la méthode, elle s'applique à l'objet qui l'appelle. Donc, quand je fais ça, getLarge s'applique à R, donc me retourne la valeur de mlargeur de mon objet R. OK? Maintenant, si je fais ça, int B égale R2.getLargeur, et bien là, la méthode getLargeur, elle s'applique à l'objet R2. Et donc, elle va me retourner 10. Imaginez que j'ai un deuxième objet ici. Hop. Donc, mais en fait, c'est ça qui est peut-être un petit peu compliqué au début. Je vais tout couper, comme ça je pourrais faire des copier-coller facilement. OK. Donc, j'ai un deuxième objet en fait en mémoire. Par exemple, à l'adresse 8008. R2. Et donc, dans R2, on a mis 6 et 10. Pratique de faire ça PowerPoint, là. Hop, il faut absolument qu'on arrive à utiliser correctement le tableau blanc. Je n'ai pas réessayé, mais a priori, il y a des collègues qui ont réessayé, m'ont dit que c'était pas top. Alors, je ne sais pas. Le CO, quand on est sur place, parce qu'il y a des tablettes, il y a tout ce qu'il faut, je crois qu'on s'en sort quand même. Et, hop, voilà. Et donc, alors pour vous en convaincre,
On va faire un petit affichage. Donc, Hop, largeur de R2. C'était mieux de donner un nom à nos rectangles vraiment comme attribut. Là, ce serait bon. B. Donc voilà. Alors, il me fait une erreur. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait encore? C'est out. C'est out. Ah. Bah si. J'ai fait une erreur de syntaxe là. C'est out is not a member of FTD. Ah, il faut que j'inclue IOStream. Inclus. Je pense que c'est pour ça. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Pourquoi il veut pas? Request for member get large in R, which is a non-class type rectangle. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il reconnaît pas? Je dois avoir une erreur. Je sais pas. Attends, je regarde si c'est juste celui-là qui passe pas. Je sais pas pourquoi. Là, il me fait des erreurs de. Oh, alors, attendez. Bon, ça marche pour le deuxième. Je sais pas pourquoi il veut pas pour le R. On va regarder. Donc, largeur de R2, 10. Pourquoi est-ce qu'il ne me veut pas pour le R? Moi, ça m'affiche la même chose, mais je pense que c'est parce que R, on le crée à partir du constructeur par défaut. Bah, et alors? Je sais pas. Bon. Ouais, j'ai un problème aussi. Par défaut, ça marche pas, mais quand c'est pas par défaut. Ouais. Oh là là, c'est des problèmes de version là. On a des Ah non, ou bien je l'ai laissé en commentaire. C'est parce que rectangle. Non, je l'ai pas en commentaire, je l'ai bien codé, hein, etc. Non, alors vous voyez, effectivement, c'est ce que j'ai remarqué l'autre jour. C'est bizarre, là, le constructeur par défaut, il veut pas que je mette de parenthèses, mais en fait, ça dépend. Je pense que retester tous, ça dépend des élèves. En fait, ça dépend, je pense, de la version de C++ qu'on a. Ce qui est bizarre, c'est qu'avant que je fasse ça, il considérait bien que c'était. Ah ouais, ça marche quand j'aurai parenthèse. Bah, c'est pas logique ça. Alors attendez, j'essaye autre chose. Ah non, attendez, je sais pourquoi peut-être. Et si je fais ça? Ah, il veut bien. Non, parce que je suis en C++ 14. Et en C++ 14, alors c'est vrai. Est-ce qu'il y a des redoublants dans ce groupe qui avait Monsieur Fercoq l'année dernière en cours, non? Oui. Oui. Parce que l'année dernière, on travaillait en C++ 14, hein, donc dernière version de C++. Et en C++ 14, eh bien, l'appel des constructeurs se fait avec des accolades, en fait. Et donc, quand c'est des constructeurs avec paramètres, ça accepte encore les versions antérieures avec les parenthèses. Mais en fait, parce que sinon, le problème, c'est que je ne voudrais pas rentrer dans ces détails techniques. Il faut que je décoche. Je vais décocher C++ 14, voir si ça passe. Le problème, quand on fait ça, si vous voulez, c'est que c'est aussi une manière de définir une fonction à la volée, en fait. De définir une fonction à l'intérieur du code. On peut faire ça en C++. Donc là, pour lui, il peut croire que je suis en train de définir une fonction qui s'appelle R, qui n'a pas de paramètres et qui retourne un objet de type rectangle. Parce qu'on peut faire ça, définir une fonction directement à la volée dans une autre fonction, etc. Donc, du coup, pour lever cette ambiguïté en C++ 14, eh bien, c'est imposé que pour l'appel des constructeurs sans paramètres, ce soit des accolades. Et du coup, après, ils ont dit, bon, bah, tous les constructeurs, ce va être accolades. Vous voyez, moi, si je mets des accolades ici, ça passe, en fait. Voilà. Donc, je suis en C++ 14. On va dire, mais là, pourquoi il ne fait pas d'erreur? Parce qu'en fait, là, il croit que je suis en train de définir une fonction R3. Et d'ailleurs, si je fais du coup un R3, ça ne marche pas. C'est pour ça qu'il bloque. Parce que pour lui, R3 n'est pas un rectangle, c'est une fonction. Bon, bref, c'est une histoire de version de C++ et de syntaxe. Alors, attendez, on va regarder, du coup, je vais vérifier. Donc, dans compiler, hop, j'ai le C++ 14 qui est coché, voyez-moi ici. Donc, à la limite, puisque M. Didler, il ne pouvait pas travailler en C++ 14, il faut le décocher. Du coup, on réessaye, je revois, parce que moi, je travaille aussi en C++ 14. Donc, je pense que ça vient de là. Madame Du coup, le C++, attendez, je finis. Du coup, là, je ne suis plus en C++ 14, donc les accolades, ça ne marche plus. Par contre, alors, qu'est-ce qu'il me fait? Ah non, du coup, il ne veut pas non plus. Et du coup, je ne peux plus mettre de parenthèse. Voilà, ok. Et du coup, en C++ non 14, on met pas. Voilà. Donc, en C++, avant la version 14,
quand vous appelez le constructeur par défaut, vous mettez pas de parenthèse. Par contre, quand on appelle un constructeur avec paramètres, bon, on met les paramètres entre parenthèses. On peut jamais en mettre. Hein, vu qu'en C++14 et les versions d'avant, quand on met pas de parenthèse, bah, ça marche dans les deux cas, autant ne jamais en mettre du coup pour ce par défaut. Oui, moi j'aime pas trop. Hein, moi je préfère, voilà, on appelle le constructeur par défaut et là, mais bon oui, parce que je travaille en C++14, donc du coup il y a cette convention là. Donc effectivement, bon, on laisse comme ça. Vous travaillez pas en C++14. Mais madame, oui. Je crois que je suis en C++14 et pourtant moi ça marche avec les parenthèses. Ah, je sais pas. Vous avez vérifié? Vous êtes bien en settings et vous mettez pas des accolades? Non, j'ai mis les parenthèses, j'ai fait comme ce qu'on avait fait, get largeur avec les parenthèses et ça marche. Et dans le compiler, oui, c'est le C++14 Alors qui est coché. peut-être qu'il y a une autre option par rapport à cette possibilité de déclarer des fonctions à la volée, du coup, qui fait que vous c'est autorisé. Je sais pas. J'ai déjà remarqué que il y a des élèves chez qui ça passe, il y a des élèves chez qui ça passe pas. On avait plus ce problème-là l'année dernière, parce qu'on travaillait en C++14. Donc là, pour le coup, accolade, il y avait plus cette confusion possible. C'était bon. Donc là, bon, bah, vous regardez, voilà. Il y en a pour qui, si ça vous fait une erreur quand vous mettez parenthèse sans paramètre à l'intérieur, eh ben, c'est que la configuration du compilateur fait que vous ne devez pas en mettre. Hein. Je vais revoir ça pour voir exactement quelle version accepte quoi, qu'on soit sûr. Mais effectivement, là, ça c'est une question. Donc, il faut que je décoche partout, moi, le C++14, parce qu'à chaque fois que je vais réouvrir mes projets, tout ça, il va me remettre en. Bon, là, je l'écris avec vous, mais effectivement, j'ai laissé cette option. Hein, donc, je le marque. Vérifier. Donc, les normes d'appel des constructeurs en fonction donc des versions. Bon, ceci dit. Hein, donc, s'il y en a qui ont travaillé l'année dernière en C++14, moi, ça ne me dérange pas. Il faudrait voir avec M. Didler, en fait. Il faudrait que vous lui demandiez. Hein. Mais je ne vois pas, enfin, à mon avis, il ne pourrait pas être contre. C'est-à-dire que si vous restez dans la convention C++14, du coup, il n'y a plus d'ambiguïté, il y a toujours des accolades. Enfin c'est quand même plus carré, quoi. On indique toujours qu'il y a des accolades lors d'appel d'un constructeur. Bon, nous, on l'acceptera, hein. Mais c'est vrai que voilà, c'est pas comme ça que c'est dans votre cours et du coup pour ceux qui démarrent, vous pouvez pas le deviner que dans les nouvelles versions c'est des accolades, quoi. Oui, vous avez une question? Oui, je voulais savoir si vous pouviez revenir 2 secondes sur rectangle.ccp, s'il vous plaît. Alors. Merci. En bas où il y a les fonctions. Les accesseurs. Ouais, voilà. C'est juste des returns, hein, c'est tout bête, hein. Ah, ok. C'est les accesseurs en lecture, c'est des fonctions qui retournent la valeur des attributs. Madame, moi je me prends 5 erreurs avec ce code. Je sais pas. Avec le même là? Alors, je me suis peut-être planté, hein, mais d'après ce que je vois. Moi, j'ai pas d'erreur. Hein, j'ai même pas de. Si j'ai un warning ici parce que j'utilise pas la variable A. Alors, qu'est-ce que ça vous dit comme erreur? Alors, zéro erreur, zéro warning. Hein. Ouais. Error request for member get larger in R, which is not a rectangle object, mon machin. Alors, vous l'avez déclaré comme ça, rectangle R? Ouais. Sans parenthèse. Ah, si, avec parenthèse. C'est ce que je viens d'expliquer. Oui. Donc, vous, il croit que du coup, vous faites une déclaration de fonction à la volée. Enlevez les parenthèses ouvrantes et fermantes. Ah oui, mais il m'en met plus que 4 maintenant. Voilà. Donc, vous avez d'autres erreurs où alors? Une erreur de prototype, de candidat. 2 erreurs de prototype et 2 erreurs de candidat. Mais comment ça de prototype? Dans le point H alors? Ouais, dans le point H. À quel niveau? J'ai bien include IOStream. Mais à quel niveau? Là, par rapport à mon code, quelle ligne? Int rectangle de point getLonger. Donc c'est dans le point CPP. Là, int rectangle de point getLong. Vous avez bien inclus rectangle.h. Qu'est-ce que je sais pas pourquoi vous avez. Enfin, je sais pas. Celui d'avant est bien fermé. Il y a la collade fermante. Ouais. Je sais pas. Partagez. Faites-moi un partage, hein, parce que là, je vois pas moi pourquoi. Si vous dites que vous avez le même. Alors attendez, pour faire un partage, je sais pas si. Non, normalement, vous pouvez le prendre sans que je coupe le mien. Mais enfin, je peux couper.
copier le mien. Hop. Alors, à vous. Ouais, juste, je me connecte, parce que je suis sur 2 ordi différents, donc je me connecte sur Microsoft Teams. D'accord. Donc, non, je ne vois pas pourquoi vous auriez là pour le coup. Bon, il y a ce petit truc sur l'appel des constructeurs, ok, qu'il va falloir qu'on fixe un peu la norme. Je vais regarder ça, je vais en parler avec Florent. Voilà, mais sinon, je ne vois pas là pour le coup, à mon avis, il n'y a rien d'autre qui peut, lié à des versions du C++, qui puisse expliquer d'autres erreurs. Hein. Attendez, je vais vous montrer ça, je vais faire un partage. On n'a rien là pour l'instant. Ah, ok. Alors, int rectangle, 2.2. Get longer et Omar protéger un rectangle. Does not match any in class rectangle. Bah, faites voir rectangle.h. C'est dans rectangle.h que c'est pas bien fait. Hein. Ah, il faut que vous remettiez const. Vous n'avez pas remis le const. Dans le point CPP, il faut que vous remettiez const. Je vais en parler, justement. J'avais dit, je vais vous parler des consts après. Donc, il y a ça. Oui. Const. Et pareil pour le get largeur, du coup. Voilà. Recompiler. Ok. Il n'y a plus d'erreur ? Non, il n'y a plus de ça marche. Ok, c'est bon. Alors, effectivement, ça tombe bien, vous me faites penser à parler du const. Alors, le fameux const. On va aller mettre les consts. Hein. C'est important, c'est la rigueur du C++, c'est les conventions qu'on adopte maintenant. Attendez, je vous refais le partage. Il est où ce partage ? Ouais. Hop. Donc, ok. On va aller mettre nos consts. Mais quand même, je ne peux pas m'empêcher une petite remarque. C'est toujours un sujet de débat avec les collègues. Ça, c'est quand même parce que maintenant, il y a des mauvais programmeurs. Hein. Parce que autant le principe d'encapsulation, je suis d'accord. Hein, on encapsule les données, donc on les déclare en privé, hein, parce qu'on peut éventuellement coder des gros projets, plein de programmeurs différents qui travaillent sur des parties du logiciel qui sont totalement différentes. Et donc, tout le monde n'est pas spécialiste. Et pour limiter les risques de mauvaise manipulation de données, là, c'est pas parce qu'on est mauvais programmeur, c'est simplement parce que peut-être il faut imaginer des gros logiciels de traitement financier, avec des mathématiques financières compliquées, etc. Bon, et puis il y en a qui s'occupent pas de cette partie financière, mais d'autres aspects, plus, je sais pas, de la partie accès base de données, machin, etc., sans forcément s'occuper des traitements de calcul. Ils sont pas forcément spécialistes, donc effectivement, ils savent pas exactement ce qu'il faut faire avec les données. Donc là, ok, j'admets que c'est beaucoup plus sécurisé, que chaque programmeur qui code une classe s'occupe de savoir comment est-ce qu'on manipule les données, et les autres n'ont pas accès aux données sans passer par les méthodes prévues. Ça évite de faire des erreurs. Ça, ok. Par contre, le coup des consts, là, c'est un peu bon. Je suis pas sûre que je sois très bon programmeur. Alors donc, ma méthode getLong, elle est censée donc retourner la valeur des attributs, mais je veux surtout pas qu'elle les modifie. Comme j'ai peur de mal programmer, je vais bien préciser qu'elle est const. Alors effectivement, regardez, maintenant, je vous montre vite fait l'idée, parce que quand même, parce que ça me fait rigoler des fois toutes ces contraintes de dingue pour tous ces petits programmes. C'est normal, on vous apprend à faire les choses bien, mais regardez. Donc là, si effectivement, je fais ça, m longueur plus plus. Voilà, je m'amuse à changer m longueur. Bon, c'est un accesseur, il n'est pas censé, il est censé juste mais bon, voilà, je code mal et donc je fais un truc comme ça où là je mets return m longueur plus plus ou je ne sais pas quoi. Donc si je compile comme ça marche. Donc j'aurais dû le faire sur m largeur pour que vous voyez bien qu'effectivement, du coup, ça me modifiait à l'affichage. Voilà. Donc là, effectivement, ça me fait 11. Ça me met 11. Puisque, et R égale 2. Voilà, la largeur de R, c'est 2, alors qu'en fait, j'ai mis 1, et R2, c'est 11. Bah oui, puisque quand j'appelle mon accesseur, il m'augmente de 1 avant de retourner la valeur. Bon.
Donc, effectivement, là, je peux le faire. Si je déclare ici que mes méthodes sont const, regardez ce qui se passe, je recompile. Et erreur. Alors, même si je remets const. Bon, alors là, il me fait erreur parce que je n'ai pas remis. Je fais la même chose que votre camarade. Donc, je remets const, pardon, ici. Donc, je recompile. Erreur. Et il me dit quoi? Increment of member m longer in read-only object. En mettant const ici, je dis que ma méthode, elle ne doit pas modifier l'objet. Elle ne doit pas modifier les attributs. Elle peut les lire, elle peut les retourner, mais elle ne peut pas les modifier. Donc, du coup, une affectation, puisqu'ici, il y a m longueur égale m longueur plus 1, une affectation, donc une modification d'un attribut, est plus possible et ça bloque dès la compilation. Donc, effectivement, voilà, c'est plus sécurisé. Enfin, bon, j'ai envie de dire, c'est moi qui code ma classe. C'est moi qui code ma classe, puisque c'est le principe, chaque programmeur code sa classe. Alors, bon, c'est un peu, voilà, je vous dis, c'est un peu quand même, je suis pas sûre que je sais ce qu'il faut faire dans getLonger. Bon, on m'a dit qu'il fallait pas que ça modifie les attributs, donc je mets const, comme ça je peux pas faire de conneries quand je code la méthode. Bon, c'est un peu, voilà. Alors, c'est vrai que ça se fait de plus en plus quand même, parce qu'il faut admettre que maintenant, il y a des équipes de programmeurs, de développeurs, en fait, comment dire, qui sont complètement en dehors de l'aspect conception. Et donc, en gros, et puis qui ne codent pas forcément bien, effectivement, ou c'est pour, voilà, c'est vraiment, on a des équipes de développeurs qui sont à l'autre bout du monde, maintenant, etc. Donc, du coup, les concepteurs, ceux qui s'occupent de la partie conception, vont faire ce qu'on appelle l'interface de la classe, l'interface pas au sens graphique, mais au sens, comment dire, partie visible, le header, quoi, le header dont on a besoin pour pouvoir utiliser la classe. Et donc, eux, comme ils ont bien réfléchi, ils savent que les méthodes, ils savent quelle méthode ne doit pas modifier l'objet, ils mettent const. Du coup, on impose aux développeurs de respecter complètement le header, voilà. Et donc, on sait que, bon, au pire, il codera mal un truc, mais enfin, il ne pourra pas altérer les données, puisque il devra mettre const, c'est comme il doit mettre const. Eh bien, il ne peut pas modifier en codant mal les valeurs. Bon. Voilà, je voulais quand même le dire, parce que bon, là c'est bien, c'est des contraintes, mais enfin, faut avoir conscience de ça. Normalement, si on programme bien, on n'a pas besoin de s'indiquer à soi-même que on va coder une méthode qui ne doit pas modifier les attributs. On sait ce qu'on doit faire. Enfin, on va les mettre, les const. Et sachez d'ailleurs que, alors, les const, on pourra également, c'est les altérateurs de type, l'utiliser dans les paramètres, par exemple, pour dire qu'une méthode ou une fonction reçoit en paramètre un pointeur sur un objet constant. Donc, la méthode, elle a le droit d'aller sur l'objet pour consulter ses valeurs, elle n'a pas le droit de le modifier. Pareil, c'est une sorte vraiment des blindages, des sécurités de programmation pour éviter de mal coder, en fait. Bon. Voilà, donc on va les mettre. Donc, je vais le marquer ici. Donc, mot-clé const pour indiquer, pour empêcher que la méthode modifie l'objet. Donc, éviter des erreurs de programmation. Je sais pas, là, j'ai pas entendu. Pourquoi est-ce que vous avez mis int devant les deux méthodes? De quoi? Pourquoi vous avez mis deux int devant les méthodes? Parce qu'elles retournent. C'est la valeur de retour. Ce sont des méthodes qui retournent respectivement la longueur et la largeur. La longueur et la largeur, c'est des entiers. Ouais, mais si on ne met pas, ça marche quand même, non? Non, c'est comme les prototypes des fonctions. Quand vous avez une fonction qui retourne en entier, en C, vous mettez le type de la valeur de retour. Ok. Non. Si je faisais une méthode qui affiche la longueur, mais qui la retourne pas, qui l'affiche, là, je pourrais mettre un void. Void afficher longue. Mais là, si je veux qu'elle me retourne la longueur pour qu'ensuite je puisse la récupérer, comme je l'ai fait ici, la stocker dans une variable et peut-être l'utiliser pour un autre calcul, du coup, il faut que dans le prototype, j'indique que la méthode, elle retourne en fait. Ça, c'est du langage C. Regardez ici. Voilà. Ma méthode, donc ça, il faut que je l'enlève évidemment. Ça, c'était pour vous montrer à quoi servait le const. Donc, ma méthode, elle retourne quelque chose. Donc, je dois indiquer ici toujours le type de ce qu'elle retourne. Si elle retournait un flottant, je mettrais float. Si elle retournait, je sais pas moi. Si elle retournait un rectangle, on mettrait rectangle. On pourrait imaginer une méthode qui crée, je sais pas moi, un rectangle
qu'il fasse 2 fois la surface du premier, puis qu'il le retourne. Enfin, on pourrait imaginer tout n'importe quoi. Type de la valeur de retour. Je suis d'accord avec vous, madame, mais pourquoi du coup ça marche pour moi? Genre, si je mets pas de type, ça marche quand même. Est-ce que je pourrais peut-être pas m'en servir du coup de cette valeur-là? Bah si, je sais pas, faites afficher. Est-ce que ça affiche correctement le A? Ah oui, ça veut bien les. Ouais, bah c'est parce que par défaut, quand vous mettez pas du tout de... Il vous fait pas un warning. Il vous fait même pas un warning. Non. Non, à la compilation, rien. Non, rien. C'est bizarre. Ça veut dire que par défaut, il suppose, voilà, il l'intègre. Ouais. Bon, ça, c'est... Après, c'est le problème c'est le problème où c'est bien, c'est que les compilateurs sont de plus en plus évolués et finalement, voilà, même si des cols sont pas tout à fait corrects, ils s'en sortent. Ils voient qu'il y a un return d'un entier, donc ils doivent l'intégrer. Par contre, vaut mieux le mettre. Okay. Donc, attendez, je l'enlève moi pour voir ce que ça fait sur ma version, parce que ça peut être des options du compilateur. Hein. Ouais, moi non plus, il me fait pas de warning. Hein, vous avez... Alors attendez. Par contre, si vous l'avez enlevé ici aussi? Ouais, il est nulle part. Ah, alors là, c'est pas bien. Il faudrait que ça fasse au moins un warning quand même. Il faut qu'on règle les options du compilateur, hein, parce que c'est pas normal de coder comme ça. Par contre, imaginez qu'on retourne un float. Il faudrait voir si du coup ça marche, si ça trompe pas en entier. Est-ce que vraiment le compilateur, voilà, ils ont fait un compilateur plus évolué que d'habitude et que donc du coup lui-même il remplace le type de retour, ou est-ce qu'il suppose par défaut que c'est du int? Et si vous retournez un float, du coup, il tronque en int. Il faudrait vérifier ça. Coder correctement. Hein. Quand une fonction retourne quelque chose, on indique le type de la valeur de retour, hein, comme on l'a appris l'année dernière. Donc, c'est ici. C'est vrai que c'est surprenant. J'aurais pensé à au moins un warning là. Hein, ça aussi, je vais le noter. Vérifier les options de compilation pour que quand même, ils nous mettent les warnings compilation. Ouais, pour qu'on ait un warning. Si type valeur de retour, on l'indiquait quand même. Non indiqué. Prototype. C'est pas normal. Enfin voilà. Bon. Donc voilà en tout cas comment on code correctement, même si ça passe d'autres manières. Donc voilà, on a sauté les petits 5 et petits 6. Hein. Alors évidemment, donc, dans une classe, il y a les constructeurs. Le destructeur, pas toujours, encore une fois, ici, il ne sert à rien. Hein, si vraiment il y a des choses particulières à faire quand on détruit l'objet. Vous avez en général, mais pas toujours, des accesseurs. Ce réflexe, il consiste à mettre toujours des accesseurs donc, en lecture, hein, donc qui retournent les valeurs, qui permettent de les consulter, et en écriture qui permettent de les modifier. Moi, m'agace. Hein, encore une fois, je l'ai dit, si on met l'attribut en privé, c'est pas pour pouvoir ensuite le modifier et le lire n'importe comment. Donc bon, ça permet d'avoir, comment dire, un schéma un peu universel. Donc là, je vais faire en écriture, c'est pour modifier la valeur, hein, donc c'est un void. Set. Voilà. Oui. Ah bah oui, en fait, vous pouvez nous donner un exemple avec un setter? Bah, c'est ce que je fais là. Donc le setter, c'est juste une affectation. Attendez, donc là, je les déclare. En écriture, hein, c'est modification, valeur attribut. Hein, un setter, il modifie la valeur d'un attribut. En fait, c'est une affectation. Alors, en général, on réserve le mot setter à une méthode qui fait qu'une affectation. Donc, je vous le code. C'est vraiment juste... Donc, attendez, il reçoit en paramètre donc, la nouvelle valeur de l'attribut. Et donc, il écrase l'ancienne par la nouvelle. Hein, c'est tout bête. Hop. Donc, là... Donc, c'est une affectation. Dans l'attribut de l'objet, donc dans ma petite boîte là, hein, M longueur sur mon schéma, je mets la nouvelle valeur qui est reçue. D'accord, hein, et vous faites pareil donc pour la largeur. Alors là, on fait les deux, donc getter, setter. Bon, donc comme je disais, ça, c'est pas forcément pertinent. Hein, puisque même si c'est par convention, du coup, il n'y a plus vraiment le principe d'encapsulation. Donc, en fait, l'idée, normalement, c'est de se poser la question. Est-ce que les attributs de l'objet, je veux pouvoir les lire? Et alors, ce qu'on appelle getter ou setter, c'est des méthodes qui font quasiment que ça, hein, retourner et affecter, mais qui ne font pas de vérification, de blindage, etc.
Donc la question, c'est vraiment, est-ce que je veux pouvoir lire comme ça, sans condition, sans blindage, etc., la valeur des attributs? Est-ce que je veux pouvoir les modifier comme ça directement? Si oui, on fait des getters et ou des setters. Mais c'est pas toujours le cas. Imaginez qu'on fasse une classe personne ou utilisateur. Un utilisateur, il a un login, un mot de passe. Le mot de passe, il faut pas de getter, il faut pas de setter. Le mot de passe, c'est une donnée protégée. Je veux pas qu'on puisse le consulter comme ça, qu'il y ait des risques de code. Alors là, bon, on peut être suspicieux, mais oui, quand il y a des données sensibles, imaginez quand vous codez des logiciels au CEA, à Centre d'énergie atomique, il y a des enquêtes qui sont faites sur les développeurs et les équipes qui s'occupent des parties vraiment cruciales des données. Voilà, elles font en sorte que d'autres équipes de programmeurs qui s'occupent plus des parties interface, etc., puissent pas comme ça, en passant par des accesseurs, récupérer des valeurs données, etc. Vous voyez, il faudrait évidemment, du coup, ils codent ça, qu'il y ait quand même une tentative, effectivement, d'usurpation de données. Mais donc, normalement, non. Par exemple, une classe utilisateur avec un login, un mot de passe, le mot de passe, par définition, c'est quelque chose de protégé. On ne doit pas pouvoir le lire. Il n'y a pas de getter. Et puis, on ne peut pas le modifier comme ça. Modifier un mot de passe, c'est toute une procédure. Il faut demander à saisir donc une chaîne de caractères, vérifier que la chaîne saisie est bien identique au mot de passe enregistré, par exemple, accès à une base de données pour récupérer le mot de passe, etc. Si oui, alors on autorise la modification. Et puis, en général, de toute façon, il y a aussi une vérification des caractères que contient le mot de passe, etc. Vous voyez Donc voilà, donc c'est vrai qu'au début de l'exercice, systématiquement, on met des accesseurs en lecture, en écriture. En pratique, non. Le principe d'encapsulation, c'est que justement, on réfléchit. Est-ce que les données, parce que là, je le rond, vous voyez bien ce que je veux dire, c'est que du coup, un mauvais programmeur, à n'importe quel moment, il peut faire un set long et me changer la longueur comme ça des rectangles. Moi, j'aurais envie de dire qu'un rectangle, il n'a pas de setters. Une fois qu'on a créé un rectangle, on peut le translater, on peut peut-être faire des rotations, on peut peut-être faire des homothéties, etc. Mais sinon, c'est plus le même rectangle. Sinon, je sais pas. Faudrait réfléchir. Là, on fait pas un logiciel graphique, mais voilà. Bon, bref, c'est ça. Oui. Ça sert à quoi du coup de cette longueur et largeur? On s'en fout en fait. Enfin, genre, je veux dire, c'est pas indispensable. Là, pour un rectangle, moi, j'aurais envie de dire non. On ferait plutôt des opérations de translation, comme je dis, etc. En fait, imaginez que j'écris un rectangle de taille 6,10 et puis en fait, tout à coup, je dis non, mon rectangle, en fait, je voudrais qu'il soit de taille 6,8. Bon, du coup, pour faire ça, donc je vais dans le mail, imaginez, donc j'ai créé mon rectangle et maintenant, si je fais donc R2.7 longue et que je mets la longueur donc cette fois je vais mettre à 24. C'était 6, je mets 24. Bon. Et que je réaffiche du coup la largeur, pardon. Parce que c'est j'affiche. Je vais changer la largeur en fait, parce que comme c'est ce que j'affiche au-dessus. Voilà, donc je change la largeur qui était à 10, je la passe à 24. Donc je demande à R2 d'exécuter sa méthode setLarge. Donc qui reçoit en lui passant en paramètre 24. Donc la méthode setLarge, elle s'exécute automatiquement sur l'objet R2. Donc sur celui-là, il n'y a pas d'ambiguïté. Et elle va mettre 24 ici. Donc en fait, on passe par une autre valeur qui n'est pas une constante pour modifier. Parce que du coup, on modifie M largeur et M longueur. Là, je modifie que largeur. Oui, mais après largeur, modifie Qu'est-ce qu'il fait M largeur, enfin la dans la classe, non? Enfin, dans la. Attendez. Set large. Oui, je l'ai pas défini. Non, je comprends pas votre question. Allez-y, répétez. En fait, je comprends pas à quoi ça sert de créer de créer longueur et largeur alors qu'on a déjà M longueur et M largeur qu'on peut utiliser. Oui, mais je veux modifier ce que ça contient. Ok, donc en fait, nous, on passe du coup par longueur pour modifier M longueur et M largeur, c'est ça? Oui, mais on passe pas par longueur. On passe par ces méthodes-là, set longue et set large. Ok. Alors, on reprend. Donc là, on a créé ces objets-là en mémoire. Je vais enlever le R3 pour que ça corresponde bien. On a créé ces objets-là en mémoire. OK. Donc, en mémoire, sur la RAM, donc à l'adresse 8012, il y a la valeur 10. Ouais, ok. Quand j'arrive à cette instruction ici, R2.setLarge, donc la méthode setLarge s'exécute sur R2, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reçoit en paramètre 24, là, quand je l'appelle.
Ouais. Hein. Et donc, ok, elle va d'accord, mettre, ok. elle va mettre la valeur 24 dans M large. Donc, en fait, ça, si vous voulez, là, il y a vraiment un changement. C'est-à-dire que voilà, c'est plus, donc c'est quoi 10. 8 et 2, 10. Donc, c'est plus 1, 0, 1, 0 qu'il y a à la fin dans l'emplacement, mais c'est 24. Donc, c'est 1, 1, 0, 1, 0. Hein, c'est le code binaire, en fait. Enfin, ça change la valeur qu'il y a dans l'espace mémoire, en fait. Ok. Donc, hop, ça c'est, on le représente comme ça c'est barré. Et désormais, dans cette zone mémoire-là, réservée pour R2, dans le sous-emplacement réservé pour la largeur, désormais, il y a la valeur 24. Et ça quand on utilise cette large, ça marche aussi pour R1 ou pas? Enfin, pour R normal? Alors, comment est-ce qu'on ferait si on voulait changer la largeur de R? Parce qu'on est d'accord que ça marche que pour R2, parce que R2, on l'a défini avec un constructeur surchargé, non? Non, pas du tout. Parce que longueur et largeur, on l'a initialisé dans. Oui, mais là aussi, longueur et largeur de R ont été initialisées à 1. Quand on a créé R, on l'a créé en appelant le constructeur par défaut, Ouais. puisqu'il n'y a rien. Le constructeur par défaut, qu'est-ce qu'il fait? Le constructeur par défaut, il met les valeurs 1 dans M largeur. Il met la valeur 1 dans M longueur et largeur. Donc, dans les espaces mémoire de R, il y a 1 et 1. Si maintenant, tout à coup, dans mon code, je fais R.set large, et donc je passe à 5, et que je vais chercher en mémoire, du coup, ce qu'il y a dans le champ M largeur de R, alors du coup, c'est débile ce que j'ai fait. Faut pas que je mette ça là. En fait, ici c'est pas bon. Faut que je mette faut que je rappelle R2.set large et puis il faut que je réappelle pour que ce soit bon. Donc je récupère maintenant la valeur de. J'aurais dû marquer en fait directement. Donc, ok. Donc je modifie la largeur de R2. Je la récupère, je l'affiche. Cette fois, ça va afficher 24. Là, donc, la largeur de R valait 1, puisque le constructeur par défaut, il met 1. Si je fais R.set large, la méthode, elle reçoit 5. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va dans le champ M largeur de R et elle met la valeur 5. Donc, du coup, si maintenant, je récupère, donc, je l'ai fait dans l'autre sens, on s'en fiche. Donc là, c'est A. Je vais mettre B pour ne pas vous embrouiller, je les mets dans les mêmes. Donc maintenant, si je réaffiche donc, la largeur de R, ce sera 24. Ce sera 5. Bon, je m'embrouille dans les trucs. Alors, on va compiler, vous allez en être convaincus. Bon, là, il y a toujours un truc que j'ai pas. C'est quoi? Largeur. J'ai fait une faute d'orthographe. Non, largeur. Parce que là, j'ai pas changé le nom du paramètre. Comme je fais des copier-coller, attention, si vous faites comme moi beaucoup de copier-coller, attention. Voilà. Donc, au début, la largeur de R1, c'est 1 et celle de R2, c'est 10. Et puis, après modification, vous voyez bien que ça m'affiche bien 24 et 5. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vraiment, quand on appelle la méthode cette largeur, donc R2 appelle cette largeur, elle reçoit 24, elle va dans la zone mémoire de R2, elle met la valeur 24. R appelle cette largeur, elle reçoit 5, elle va dans la zone mémoire de R et elle met la valeur 5. Pour le coup, maintenant, c'est plus 1 ici qu'il y a. Tac. Eh bien, c'est 5. Peu importe le constructeur que j'ai appelé. J'ai appelé un constructeur. Le constructeur, il a mis des valeurs dans les attributs. Donc, quand il n'y a pas de paramètres, il met les valeurs 1. Bon, voilà, il y a ces valeurs stockées là. Et je peux ensuite, en appelant un setter, ça allait modifier ces valeurs. C'est bon ou pas? Vous comprenez ou pas? Non, c'est pas clair? Bon, vous allez vous habituer. En fait, ouais. Et si par exemple on demandait à l'utilisateur, c'est pas demandé dans l'exercice, mais si on demandait à l'utilisateur de saisir ses propres valeurs pour calculer par exemple après, qui est dit dans l'exercice, l'aire et le périmètre. Pas de souci. Alors, on peut le faire. Regardez, essayez-le. Donc, saisir longueur et largeur
donc du rectangle, enfin je sais pas duquel, peu importe. D'ailleurs, je vais vous dire un mot là-dessus. Et du R2, par exemple, eh ben, il suffit, donc on récupère, c'est in, il faut récupérer, donc il faut que j'ai deux variables, je vais réutiliser A et B. Hein. On récupère dans A et dans B, je peux le faire à la suite, les deux valeurs saisies, longueur et largeur, et du coup, je dis R2, eh ben, appelle ta méthode cette longueur, et cette fois, hop, je lui envoie en paramètre A, donc il va mettre la première valeur saisie A dans la longueur, et puis ensuite je lui demande d'appeler sa méthode largeur, cette largeur, en lui passant en paramètre B, et donc cette largeur, qu'est-ce que ça fait? Ça prend la valeur reçue et ça va la mettre dans le champ M largeur de l'objet R2. Hein. Donc si on fait ça et qu'on réaffiche, alors on va réafficher. Largeur de R2 du coup, alors donc je vais récupérer. Bon, je vais l'afficher directement cette fois parce que je vais vous embrouiller avec les trucs. Hein, je ne suis pas obligée de toujours récupérer. Quand je peux directement hein, du coup afficher R2.get. Hein, ça marche hein, si je fais ça. Donc on y va. Donc saisir longueur et largeur du rectangle. Donc R2 c'était 24. Donc je fais quoi? Bon, je vais mettre des grandes valeurs hein, comme ça. Donc 200, 350. Et bien maintenant, quand j'affiche la largeur de R2, c'est bien 350. Hein. D'accord. Voilà. C'est des paramètres qu'on envoie au setter. Ces paramètres, soit ils sont fixés dans le code, soit ils sont saisis au clavier, soit ils sont lus dans un fichier, soit ils sont calculés. Hein, voilà. Et le sous-programme cette largeur ou cette longueur, il reçoit une valeur et il va la mettre alors, tel qu'il est codé, hein, donc dans un des champs de l'objet. Et donc, cette longue va mettre dans le champ M longueur, cette large va mettre dans le champ M largeur. Voilà. Et retenez bien que... Alors, parce qu'il y a quand même un truc, hein, pour ceux que ça surprend un petit peu, là, le C++, effectivement, il faut quand même que vous ayez conscience que ça ne se voit plus, mais en fait, il y a un passage de pointeur. Hein. C'est-à-dire que quand je fais R point quelque chose, je dis à R d'exécuter une de ces méthodes. En fait, la méthode, ça ne se voit plus, mais elle reçoit un pointeur sur l'objet qui l'appelle. Hein. Je veux dire, on sait comment est-ce qu'on ferait. On ferait F et entre parenthèses l'adresse d'un objet. On passerait en paramètre l'adresse d'un objet pour que la méthode, le sous-programme aille travailler dessus. Là, on fait un objet. Je lui demande d'exécuter une de ces méthodes. Mais en fait, l'adresse de l'objet, elle est passée en paramètre. Et d'ailleurs, vous l'avez vu en cours. Dans quoi est reçue une méthode? Donc la méthode ici. Par exemple, n'importe laquelle, hein, set long, get long, etc. Eh bien, en fait, à l'intérieur, je peux très bien accéder à l'objet qui l'appelle. C'est quoi? Une méthode reçoit un pointeur sur l'objet qui l'appelle, en fait. Ça ne se voit pas, ce n'est pas indiqué dans le prototype. Et quand je fais R.setLarge, cette large reçoit un pointeur sur l'objet R. Quand je fais R2.setLarge, cette large reçoit un pointeur sur l'objet R2. Et c'est pour ça que la méthode, elle va travailler sur le bon objet. Hein, c'est pas magique. En fait, c'est vrai qu'il y a un truc caché, il y a un système de pointeurs caché que vous ne voyez pas, mais qui est là, en fait. Techniquement, c'est mis en place, ça, hein, à l'exécution. Donc, ce n'est pas par magie que cette large sait que tout à coup, il faut aller travailler à l'adresse 8000 ou bien à l'adresse 8008. Parce que quand je fais R.setLarge, en fait, je passe l'adresse de R, donc l'adresse 8000 à cette large, et cette large va travailler à l'adresse qu'elle reçoit, en fait. On ne voit plus qu'elle reçoit un pointeur, la méthode, mais en fait, elle le reçoit. Hein. Donc ça simplifie quelque part le code parce qu'on n'a plus besoin de passer ces pointeurs en paramètres, mais ils le sont implicitement. Hein, c'est mis en place au moment de la création de l'exécutable. Et donc vous l'avez vu en cours, quoi. C'est quoi le pointeur qui reçoit? En fait, vous pouvez, hein, la méthode, elle reçoit en fait un pointeur sur l'objet qui l'appelle, ça se voit pas, mais c'est fait. Et alors, c'est du cours, ça y est dans votre cours. Comment il s'appelle ce pointeur? Le pointeur 10. 10, exactement. Hein, donc, regardez, je vais faire un truc complètement tordu. Ça se trouve, je vais vous embrouiller encore plus, hein, mais bon. Ici, dans le set large, non, ou dans le get, enfin peu importe, je vais le faire dans le get parce que ça m'évitera, je pourrais l'appeler comme ça. Regardez ici, avant le return, je vais faire un truc complètement tordu. La fonction getLong, hein, qu'est-ce qui retourne la longueur, je vais lui demander de m'afficher la largeur en fait de l'objet. Eh bien, elle peut, parce que
Donc, si je fais largeur de l'objet, je vais retourner la longueur. C'est complètement tordu, mais c'est pour vous montrer. Retourner la longueur. Eh bien, j'y ai accès à l'objet par le pointeur 10. Je pourrais afficher directement M largeur, parce que je suis dans la classe. Mais pour vous montrer 10, c'est un pointeur sur l'objet qui a appelé la méthode. Flèche, je vais sur l'objet. Et hop, c'est complètement tordu, mais c'est pour vous montrer voilà, que ce pointeur 10, là, il n'est pas déclaré. D'ailleurs, bon, c'est un mot-clé. Et en fait, c'est à chaque fois qu'on appelle une méthode, dans ce pointeur 10, eh bien, il y a l'adresse de l'objet qui appelle la méthode. Il n'y a rien de magique, en fait. La méthode, elle sait où elle est travaillée parce qu'elle reçoit l'adresse de l'objet sur lequel elle est travaillée. Donc voilà. Donc, si je fais ça, alors, je sais pourquoi est-ce que... j'appelle, évidemment, je l'ai codé dans getLong et j'appelle jamais getLong. C'est malin, donc je vais appeler getLong dans mon truc. Donc là, si je fais un r2.getLong, tant pis, je récupère pas la valeur retournée, c'est juste pour vous montrer. Hop, hop, hop. Donc, je saisis peu importe ce que je saisis. Voilà. Largeur de l'objet dont je vais retourner la longueur, 600. Donc, effectivement, la longueur, c'est 100, la largeur, c'est 600. Et pourtant, j'ai bien appelé la méthode getLong. Mais la méthode getLong, elle a reçu, en fait, l'adresse de l'objet R2, elle a reçu, en fait, adresse 8008, elle l'a stocké dans le pointeur 10. Et donc, grâce à ce pointeur 10, je peux retourner sur l'objet. Je n'ai pas besoin ici, c'est complètement tendu ce que je vous fais, parce que de toute façon, j'ai accès à l'attribut de l'objet. Mais... Bon, il ne faut pas croire que vous ayez quelque chose, que c'est magique, en fait. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne voit plus qu'on passe des objets en paramètres, mais en fait si. En fait, à chaque fois, il y a l'adresse de l'objet qui est devant le point. Voilà. Là, il y a l'adresse de R2 qui est passée en paramètres. Là, il y a l'adresse donc de R qui est passée en paramètres. À chaque fois, l'adresse de l'objet qui appelle la méthode est passée en paramètres. OK ? Allô ? Il n'y a plus personne ? Oui. Si, c'est bon. Si, c'est bon. OK, bon, on finit cet exo. Après, je vais vous guider pour les suivants, mais de toute façon, il n'y a rien qui change dans les suivants. Alors, bien entendu, en plus de toutes ces méthodes-là, donc classiques, donc constructeur, éventuellement destructeur, éventuellement accesseur selon les besoins, il y a plein d'autres méthodes. Il y a toutes les méthodes dans lesquelles on code les algorithmes. Là, les méthodes sont toutes bêtes. Calculer R et calculer périmètre, mais on pourrait avoir des méthodes très compliquées qui font intervenir des tableaux, des listes chaînées, des machins et que sais-je selon les algorithmes. Voilà, si on a des algorithmes de calcul complexes, on peut avoir des très grosses méthodes. Donc là, on a ensuite deux méthodes simples, juste, parce que le but, c'est pas de vous faire coder des algorithmes, là, c'est que vous compreniez donc le fonctionnement objet. On a toutes les autres méthodes de traitement et de calcul. Donc là, il y en a une qui retourne l'air. Je vais me l'appeler getR, moi. Voilà, récupérer R, c'est plus propre. Et puis pareil pour le périmètre. Et si on n'est pas sûr de bien savoir programmer le calcul de l'air, on met const. Hop, get périm. Comme ça, on est sûr de ne pas faire de bêtises. Hop, voilà. Et donc ça, on va les coder pareil dans le point CPP. Donc, ne pas oublier de rajouter la résolution de portée pour bien indiquer quelle méthode de quelle classe on code. Alors ça, il faut que vous compreniez pourquoi est-ce qu'on met toujours le rectangle de point ici. Parce que, regardez, imaginez que j'ai une classe cercle. Elle aura sûrement aussi une méthode getR. L'avantage en C++, on l'a dit, c'est que du coup, on va pouvoir donner le même nom. Et d'ailleurs, avec exactement le même proto. Alors, on va pouvoir donner le même nom à des fonctions qui sont dans la même classe ou qui ne sont pas dans des classes d'ailleurs. Voilà. Pourvu qu'elles aient un prototype différent. Et en plus, on va pouvoir carrément donner le même nom avec exactement le même prototype en fait à des méthodes qui sont des classes différentes.
Alors, c'est là, vous voyez, parce que le truc que je viens de vous expliquer, vous pouvez vous dire, oui, mais alors, c'est débile. En fait, il y a quand même un pointeur sur l'objet qui est passé, mais on ne le voit pas, donc ça change quoi par rapport au C, bon, etc. Bah si, parce que ça ouvre une porte, justement. Du coup, comme je ne passe plus l'objet en paramètre, que c'est l'objet qui appelle la méthode, eh ben, je vais pouvoir faire de la surcharge de méthode et donner à des... Mais c'est même plus de la surcharge. Donner à des méthodes de différentes classes exactement le même nom et le même prototype. Il n'y a pas d'ambiguïté. Imaginez que j'ai une classe cercle, qui soit définie, je ne le fais pas. Eh bien, si tout à coup, je fais C. Alors, je n'ai pas encore codé, mais si je fais R2.getR, ça appellera la méthode getR sur l'objet R2, qui est de type rectangle. Donc, ça appellera la méthode getR qui est codée dans la classe rectangle. J'ai une autre classe, cercle, avec également une méthode getR. Bah, si je fais, et que j'ai un cercle C, si je fais C, j'ai déclaré un cercle, C, si je fais C.getR, ça appellera la méthode sur l'objet C, qui est de type cercle. Donc, ça exécutera la méthode getR qui est codée dans la classe cercle. Et ça, c'est un énorme avantage quand même. Justement, encore une fois, on code en équipe à plusieurs. On n'a plus à se préoccuper du nom que donnent les autres programmeurs à leur méthode. Chacun code sa classe. Il donne le nom qu'il veut aux méthodes. En général, justement, les méthodes qui font le même genre de choses dans une classe et dans une autre, elles s'appellent pareil. Elles ont le même prototype. Il n'y a pas de problème puisque de toute façon, quand j'appelle une méthode, j'indique d'abord le nom d'un objet et le nom d'un objet me donne la classe. Donc là où aller chercher la méthode. Vous voyez? Donc ça peut sembler tout bête au début de se dire finalement, plutôt que de passer l'objet en paramètre, on met son nom devant. Mais ouais, mais ça ouvre cette porte-là. Et qui est énorme en fait au niveau de la gestion des gros projets. Donc voilà. Je ne sais pas pourquoi je suis partie là-dedans, mais enfin, c'est pour bien que vous compreniez un petit peu l'intérêt de tout ça. Ce n'est pas uniquement pour coder différemment, c'est que c'est vrai que c'est une manière de concevoir les programmes qui permet ensuite de faire plein de nouvelles choses qui rend la programmation plus performante. Donc du coup, nous, on en était oui. Donc on voulait, donc là si je veux afficher l'air, std2.cout r2.getR, R2, hop, voilà. Mais il faut que je la code, je crois que je ne l'ai pas codée. Donc getR, qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne tout bêtement, mais encore une fois, pourrait y avoir des méthodes de tri, etc., beaucoup plus compliquées. Elle retourne donc M longueur fois M largeur. Et puis le getPerim retourne sans majuscule. Return donc 2 fois M longueur plus M largeur. Voilà, c'est tout. Voilà, donc je sais pas, oui, c'est vrai que je suis toujours up. Voilà. R2, j'ai pas mis de passer à la ligne, 2000, bah oui, 200 et 100, ça fait 200 fois 100, et donc ça fait, enfin, c'est pas 2000, c'est 20 000, effectivement. 4 0. Ok. Donc voilà pour cet exercice. Pourquoi est-ce que ça me l'a affiché comme ça? Ah oui, parce que après j'avais la destruction. Alors, vous avez vu que ça m'a affiché, ceci dit, on n'en a pas parlé, des messages en plus. Création objet par défaut, création objet avec param. Et puis à la fin, destruction objet. Bah oui, puisque ça vous montre bien que les constructeurs sont appelés, ça vous l'aviez compris. Et puis j'ai rajouté, mais c'était pas demandé dans l'énoncé, c'est juste pour que vous voyez comment ça marche. En général, on le fait pas. J'ai rajouté des affichages au moment de la création des objets pour indiquer quel constructeur est appelé. Donc vous voyez que ça correspond bien. J'appelle d'abord le constructeur par défaut, puis le constructeur avec paramètres, comme ça me l'a affiché. Et puis, attention, quand on arrive à l'accolade fermante ici, eh bien les objets, enfin plutôt au return 0, enfin l'accolade fermante, les objets sont détruits. Donc le destructeur est appelé. Et dans mon destructeur, j'avais codé l'affichage de destruction objet.
Et donc, ça affiche destruction objet. Il faut bien que vous compreniez que, bon, là, c'est à la fin. Mais en fait, je pourrais très bien, je vais vous le montrer, je peux très bien déclarer des objets dans une boucle, dans un bloc. Imaginez que, je ne sais pas, ou ici. Ici, je mets un bloc. Alors, un bloc, il est délimité par des accolades. Et dans ce bloc, je déclare localement un rectangle R. Je ne sais pas, je vais lui mettre 15 et 15. Voilà. Donc, je peux faire quoi? Je peux afficher son R. Alors, je ne peux pas l'appeler R parce que, enfin, si je peux, quoique, ça va prendre le dessus sur le variable. Je vais l'appeler R3, du coup, pour qu'on soit, voilà. Parce que j'ai déjà un R. C'est pas grave, ça marcherait. Mais enfin, bon. Voilà, donc R de R3. Donc, j'affiche R3. Ce que me retourne la méthode getR quand R3 l'appelle. Donc, elle va travailler sur R3. Elle prend le M longueur et le M largeur de R3. Donc, 15 et 15. Elle fait 15 fois 15. Elle me retourne 15 fois 15. Et là, je l'affiche. Je rajoute juste ça. Eh bien, regardez. Ah mince, j'ai encore pas mis le là. Attendez, je rajoute ça parce que sinon, on ne voit pas bien. CTRL-C. Hop. Je vais même d'ailleurs... Ouais. Je vais en mettre 2. Et puis là aussi, avant, je vais en rajouter un pour que voilà, on voit bien le truc. Voilà. Donc, en fait, le code va se dérouler jusqu'ici, comme tout à l'heure. Il va afficher largeur de R égale. Et puis là, j'ai déclaration d'une variable R3. Donc là, va y avoir de nouveau appel à un constructeur. Ça va afficher construction objet avec param. Je vais afficher l'air de ce nouvel objet, R3. Et puis, j'arrive à la fin du bloc où l'objet est déclaré, il va être détruit. Ça va appeler le destructeur. Pour bien que vous vous rendiez compte de... Voilà. Donc, regardez, création objet, machin, on fait ce qu'avec création objet avec param, R2, R3, destruction objet. R3 est détruit. Et puis ensuite, le programme continue. C'est pas ici que je voulais mettre le double passage à la ligne. Pour l'interface, c'est là. OK ? Donc, voilà. Donc, les objets ne sont pas forcément détruits à la fin du main, ils sont détruits à la fin du bloc où ils sont déclarés, de manière donc automatique. Attention, si c'était de l'allocation dynamique, il faudrait appeler l'opérateur delete pour les détruire et le destructeur serait appelé juste avant donc la destruction, pareil. Voilà. Vous avez des questions sur tout ça? Non? Vous suivez? Est-ce que vous pouvez revenir 2 secondes dans rectangle.ccp, s'il vous plaît? Pour l'air et le P. Ah, quand même, vous savez calculer l'air. Longueur fois largeur. Ah, ok, c'est bon, merci. Voilà, alors, donc, bon, on a passé un peu toute la séance sur cet exo, mais pas de panique. Parce que là, il me reste 10 minutes, je vous lance sur les exercices suivants. Ah non, il reste plus. Ah non, c'est jusqu'à 15h. Ouais. 301, c'est la même chose exactement, en plus simple. C'est une classe compteur. On ne nous dit même pas ce qu'elle a comme attribut. Elle a un attribut, un seul valeur courante. C'est un compteur. Voilà. Donc, donc, en fait, dans la classe, vous allez faire une nouvelle classe, un nouveau projet, parce que c'est un autre exo, un compteur.h. Et dans le compteur.h, on aura juste un attribut, int valeur, valeur courante. Constructeur par défaut, je ne sais pas, ça initialise donc c'est exactement comme le constructeur par défaut ici, sauf que là, on peut supposer que par défaut, le compteur, il est initialisé à 0. Donc, il y aura m valeur courante égale 0 dans le constructeur. Constructeur surchargé, il reçoit une valeur d'initialisation. Bon, et puis on initialise avec cette valeur. Et méthode d'incrémentation. Donc ça modifie la valeur courante, ça l'augmente de 1. Donc, c'est un setter, en fait. C'est un setter sans paramètres. Vous allez avoir, vous l'appelez incrémenté, et elle fait juste m valeur courante plus. Pareil, vous avez une méthode void décrémenté, il n'y a rien en paramètres, ça fait juste valeur courante moins. Madame, et un pourquoi on n'utilise pas un getter? Pour faire quoi? Pour incrémenter. Getter, ce qu'on appelle getter, c'est get, c'est pour récupérer la valeur. Incrémenter, ça veut dire l'augmenter de 1. Donc, c'est plutôt un setter. Je change la valeur du compteur.
Et puis, c'est pas vraiment un setter dans le sens où on la change pas pour n'importe quelle valeur qui serait passée en paramètre. On lui fait juste un plus, quoi. On l'augmente de 1. Hein. Voilà. Après, vous l'appelez comme vous voulez. Hein. Mais bon, vous pouvez l'appeler cette valeur. Hein, et il n'y a pas de paramètre et vous faites un plus 1 dedans. Mais c'est pas vraiment un setter dans ce sens-là. Donc, après, le choix du nom que vous donnez à vos méthodes, hein, ça, encore une fois, vous faites comme vous voulez. Évidemment, on déconseille fortement, surtout en objet, d'appeler les méthodes F1, F2, F3, F4, F5. Mais en fait, rien n'empêcherait. À part les constructeurs et les destructeurs, là, le nom est imposé. Vous pourriez, hein, même pour les getters et les setters. Moi, le getLong, là, je peux l'appeler Toto. Hein. Après, je ferai R.Toto et puis ça marchera. Hein, voilà. Mais c'est déconseillé. Hein. On vous conseille de donner des noms à vos méthodes qui font penser à ce à quoi elles servent. C'est quand même tellement plus pratique. Hein, non seulement pour bien relire son code, mais également pour utiliser les classes ensuite. Hein. Parce que imaginez que dans les librairies string, hein, même en C, imaginez que, je sais pas moi, les fonctions là, pour manipuler les chaînes, elles ne s'appellent pas strcmp, strlang, str4, déjà comme ça vous aviez un peu du mal, mais qu'elles s'appellent effectivement F1, F2, F3. On ne sait plus. Ah mince, pour la longueur, c'est quoi? C'est F1, F2, F3, F4 jusqu'à... Heureusement qu'on donne des noms quand même qui font penser à ce à quoi ça sert. Mais donc, oui. Pourquoi on ne donne pas l'attribut j'imagine que c'est l'attribut valeur, mais pourquoi on ne nous le donne pas? Où? Dans le 301? Oui. Bah, comment ça on le donne pas? Au constructeur, vous voulez dire? Non, on nous dit pas que, par exemple, on doit mettre 2 attributs, par exemple, dans private. Ah oui, parce que c'est à vous de le deviner. Hein, un compteur, en fait, ça veut dire que ça permet de compter. Hein, donc, il y a un attribut qui représente le compteur. Je sais pas, moi. Ça vous semble pas évident? Si, j'imagine que c'est une valeur, donc... Ouais. Donc, ça, je sais pas. Hein, c'est M. Didler qui a fait les sujets. Là, je sais pas, il a fait ça comme ça. Ça a dû lui sembler évident qu'il fallait un attribut valeur ou compteur d'ailleurs. Hein, vous pouvez appeler l'attribut compteur. Vous mettez une M compteur. Hein, c'est la valeur courante du compteur, en fait. C'est vrai que c'est pas marqué dans l'énoncé. Bon. Mais donc, il n'y a rien de nouveau, vous voyez. Hein, c'est tout ce qu'on a fait ici pour un rectangle. On le refait dans un autre contexte. C'est plus simple, puisqu'il n'y a plus qu'un attribut d'ailleurs. D'accord? Pareil pour la classe complexe. La classe nombre complexe, là. Je vais peut-être l'énoncer, là. Non, je ne l'ai pas. Regardez, vous l'avez sous les yeux, là? Attendez. Hop, les cours. Donc, pour l'exercice 302, pareil. Hein, c'est exactement la même chose, sauf que, attention, cette fois, un nombre complexe, il n'est pas défini par une longueur et une largeur, mais par une partie réelle, partie imaginaire. Hein. Le constructeur par défaut, je ne sais pas, choisissez par défaut, quand on crée un nombre complexe, ça va être quoi? Est-ce que c'est 0? Est-ce que c'est l'imaginaire pur, I? Ça, c'est pas imposé dans l'énoncé, donc à vous de décider. Voilà. Si on n'indique que rien pour créer un complexe, quelle valeur il prend? Ouais. Si on veut utiliser, parce qu'on va devoir, non, utiliser cosinus et sinus. Ah bon? Ah ouais, on n'est pas obligé. Je sais pas. Attendez, alors qu'est-ce qu'il va falloir faire? Donc les constructeurs par défaut, ou bien surchargés, vous passez en paramètres, la partie réelle, la partie imaginaire, ça va être des flottants, je pense. Afficher. Cartésienne ou polaire? Alors, sous forme cartésienne, ça veut dire qu'on veut que vous affichiez vraiment partie réelle plus I fois partie imaginaire. C'est de l'affichage, ça, c'est avec les CAOT que vous allez afficher. Oui, alors, et polaire, c'est quoi? La polaire, c'est quoi? C'est pas, oh là, je sais plus moi. C'est pas le module fois EI, l'argument là? C'est des signes, justement. Ah. Oui, mais si c'est que de l'affichage, c'est un CAOT de COS pour afficher cos. On veut pas que vous calculiez le cosinus. On veut que vous l'affichiez sur la forme cosinus quelque chose. Donc, à mon avis, c'est... On va devoir calculer genre le module ou l'argument, enfin l'angle ou le truc, on va être obligé d'utiliser des cos et des signes, non? Ouais, peut-être. Pour le module, c'est quoi? Alors, à partir de la partie réelle et partie imaginaire. Alors, c'est la librairie math.h qu'on va utiliser. D'accord. Dans math.h, parce que doit y avoir aussi la classe math en C++, mais de toute façon, ça va pas, je pense que ça va être des méthodes fonctionnelles, donc ça va revenir au même. Donc, utilisez math.h et vous avez dedans les fonctions cosinus, sinus, acos, assin, puissance, tout ce que vous voulez. Hein. Ok, merci.
Donc dans math.h, attendez, je regarde juste, mais je pense que c'est pas la peine du tout là que vous alliez utiliser la classe math. En C++, la librairie math.h du langage C va tout à fait suffire. Classe math, je sais pas pourquoi, mais C++ 7. C'est CMath. Sinon, vous utilisez CMath, si vous voulez. Regardez, je vous la montre là. Mais ça revient au même, en fait. Hein. C'est des fonctions. C'est pas une classe. C'est pareil. Math. Oui, il le marque. C'est math.h. Non, c'est pareil. Vous faites un include de CMath ou un include de math.h. En fait, math.h, c'est la librairie du C. Et CMath, c'est celle du C++. Mais comme les deux sont utilisables, hein, et du coup, vous avez toutes les fonctions dedans. OK? D'accord, merci. Merci. Voilà. Mais donc, normalement, il n'y a aucune difficulté supplémentaire. C'est juste qu'effectivement, il faut faire des petits calculs de cosinus et de sinus ou de je sais pas quoi, d'exponentiel là dans vos machins. Mais il n'y a rien de nouveau par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Là où ça devient nouveau, c'est le 303, puisqu'on a un objet dont les attributs eux-mêmes sont de type objet. Donc, pour vous donner un indice, hein, là, ce qu'on va faire pour le 303, je vous lance juste pour que vous puissiez peut-être commencer à préparer, mais je ne vais pas le faire maintenant parce que je ne veux pas que vous en fassiez trop. Hein, mais c'est voilà. Déjà, si vous intégrez tout ce qu'on a vu là aujourd'hui, c'est bien. Donc voilà, juste pour que vous vous rendiez compte. Donc dans le 303, en fait, vous allez avoir donc 2 points H. Enfin, même on peut tout faire dans 1 en fait. On peut tout faire dans 1. Je ne sais pas ce qu'il vous a dit, Monsieur Didler, là-dessus. Normalement, quand on fait des petits trucs comme ça, donc il nous faut de toute façon au moins un header. Donc, je vais l'appeler point. Bon, je vais le faire dans 2 pour... je ne suis pas sûre que ce soit la peine de se prendre la tête comme ça. Enfin, bon, voilà. Et vous aurez donc également un fichier .cpp hein, pour la classe point. Et puis, vous avez une classe ligne. Donc, éventuellement, vous pouvez le faire dans un deuxième, dans d'autres fichiers. On pourrait faire dans les mêmes. Hein. Ligne, c'est segment, en fait. Hein. Ce n'est pas une ligne. Une ligne, c'est infini. C'est un segment qui est caractérisé par 2 points. Donc, vous allez coder, je mets juste la classe point, je mets juste ça, classe point, hop, comme on vient de le faire, là, hop, pour les nombres complexes. Et puis, du coup, la classe ligne, elle utilise la classe point, donc on va mettre un include. Et en fait, une ligne, elle est définie par 2 points. Et on vous dit que c'est de la composition. Hein, c'est-à-dire que même si j'ai 2 segments qui partagent un point, en fait, ils ne partagent pas le même point en mémoire. Hein, c'est 2 objets points superposés. Hein. On en a parlé la dernière fois, mais je vous referai le schéma. Il faudra qu'on vous le refasse à la séance de TP en live. Hein. De toute façon, là, on aura le temps, puisqu'en gros, là, franchement, les 301 302, vous devez les faire tout seul, normalement. Hein. Si vraiment vous bloquez, vous redemanderez à la séance de TP, mais normalement, tout ce qu'on a fait, il faut juste refaire ce qu'on vient de faire. Hein, juste avec quelques petites différences qui ne sont pas des différences de conception, c'est vraiment juste les méthodes qui sont à l'intérieur, les calculs qui ne sont pas pareils. Et donc là, par contre, c'est différent. Hein, donc, quand vous allez déclarer la classe ligne ou segment, eh bien, en fait, une ligne, elle a 2 attributs de type point. Hein, ça va être ça la nouveauté. Hein, donc, il y a 2 attributs qui sont eux-mêmes, en fait, des objets. Donc, point, ça c'est le type P1. Point, où vous faites un tableau de 2 points, comme vous voulez. Mais enfin, bon, ça marche très bien, il n'y en a que 2. Voilà. Et puis, vous continuez, public, etc. Ça va être ça la nouveauté. Donc, au niveau du diagramme de classe, ce serait une ligne composée de 2 points, symbole de composition, vous savez, hein, losange plein du côté de la ligne. Donc, voilà. Et donc, ça se traduit comme ça. Hein, la composition, on en avait parlé, se traduit par le fait que, du coup, un objet possède comme attribut d'autres objets ou d'autres pointeurs sur les objets. On pourrait le traduire par des pointeurs. Hein. Il y a des langages où il y a tous les pointeurs, par exemple en Java. Ici, en C, ce n'est pas le cas. Donc, comme c'est de la composition, comme une ligne possède ses propres points, je n'ai pas besoin de faire des pointeurs. Quand je déclare un objet ligne, automatiquement, ça réserve des sous-zones dans son emplacement mémoire pour des points qui eux-mêmes contiennent 2 sous-emplacements pour les coordonnées x, y. Voilà. Et du coup, quand je détruirai un objet ligne, automatiquement, ça détruit les points puisqu'il n'y a pas d'allocation dynamique, hein, c'est des déclarations automatiques. Enfin voilà, mais je n'en fais pas plus pour l'instant parce que je pense que ça suffit. Si vous intégrez déjà tout ce qu'on a vu sur les constructeurs, le fonctionnement objet, etc., c'est déjà bien. Hein, OK ? Voilà, je vous laisse boucler là en attendant vos questions éventuellement. Hein, vous me dites si vous avez des questions. Je suis là. Moi,
Voilà, je pense qu'on a fait à peu près ce qu'il fallait. Si vous avez du code qui bug également, hein, vous me faites un partage de code. J'enlève mon casque. Je vous entends, hein. So one of the people can share. Allô? Posez une question? Vous m'entendez ou pas? Parce que j'ai débranché mon casque, je sais plus. Oui, c'est actif. Attends, je vais rebrancher. Allô, vous avez des questions? Non? Bon. Si vous n'avez pas de questions, hein, moi je vais faire une petite pause parce que j'enchaîne un autre cours là juste après et à distance comme ça c'est crevant. Hein. Bon, je vous laisse ça. Ah si, je sais bien. Madame? Oui. Est-ce que je peux juste vous montrer rapidement mon écran? Oui, bien sûr. J'ai fait le truc compteur. Allez-y. Je sais pas si ça va marcher. Ah, attendez. C'est peut-être que ça marche là. Attendez, il faut que je fais ça. Oui. Donc du coup, ça me met 4 erreurs que je ne comprends pas. Mais en gros, j'ai fait vraiment le truc basique. Alors, item valeur, compteur, int valeur, void. Ouais, ok. Et donc, où est-ce que ça vous fait les erreurs? Donc du coup, normalement, tout ça c'est bon aussi. Ah non, le void compteur 7, enfin le 7 incré là, Ouais. il ne retourne pas puisque c'est un void. En fait, il ne retourne pas, hein, il n'y a pas de return. Il y a le m valeur plus, il augmente, c'est tout. Il augmente la valeur du compteur, mais il ne retourne pas. Par contre, vous avez un getter. Vous avez sûrement un get valeur qui retourne le compteur. Mais les incrémentations et décrémentations, là, ça ne fait que les modifier, enlever les returns. Ok. Normalement, ça devrait marcher. M valeur moins. Ouais. Par contre, vous n'avez pas le getter, donc vous allez rien voir là, en fait. Mais du coup, vous avez dit qu'on mettait que des setters, donc c'est ça que je comprends pas en fait. Non, je n'ai pas dit ça pour cet exercice. Ah bon? Okay. C'est marqué dedans, regarde, il vous faut un accesseur pour récupérer la valeur du compteur, c'est le petit 5. Hein? Là, effectivement, on peut se dire, si j'ai un compteur, bon, bah, à un moment donné, il faut que je sache où il en est. Hein? Donc, j'ai un getter. Par contre, en fait, il n'y a pas de setter. Parce que vos méthodes, là, décrémenter, incrémenter, ce n'est pas vraiment des setters. Puisqu'on ne peut pas modifier n'importe comment la valeur. Hein? Ce n'est pas j'ai une nouvelle valeur en attribut. Hein? Donc, vous les avez appelés set, mais en fait, c'est incrémenté, décrémenté.
Hein, c'est pas des setters dans le sens où ça permet pas de modifier comme ça le compteur. T'as coup, hop, je le mets à 300 alors qu'il était à 10. Mais du coup, dans mon main, quand je vais enlever ça n'a aucun sens. Quand je vais aller chercher une valeur. Alors vous allez faire par exemple un C.incrémente là, C.incré. Et après, il faut que vous ayez un accesseur, puisque là, votre attribut est privé. Donc, C.incré. Ça, donc, typiquement, il était vous l'avez mis à quoi au départ? À 0, il va passer à 1. Attendez, est-ce que j'ai pas enlevé tout ça là? Vous pouvez laisser le 7, hein, c'est pas grave, mais juste ayez conscience que c'est pas réellement ce qu'on appelle un setter. Mais là, vous pouvez pas consulter la valeur parce que l'attribut est privé. Donc, il vous faut un getter qui retourne la valeur. Vous devez rajouter un get valeur. D'accord. Mais du coup, là, qu'est-ce que je fais réellement? Parce que j'incrémente C, mais du coup, il a pas vraiment incrémenté? Ah oui, d'accord, ok. Il va augmenter de 1 le compteur qui est la variable valeur, hein, l'attribut valeur qui est dans l'objet C. Oui. Mais si vous voulez voir que ça marche, il faut que vous fassiez juste un affichage après. Il faut que vous fassiez un std de point de point C. Il faut que j'aille chercher sa valeur dans l'objet. Ouais. Ok, d'accord. Ok, bah merci. Vous faites l'accesseur, puis là, vous affichez ce qu'il retourne. Ok. Ok. Voilà. D'autres questions? Merci. De rien. Non, c'est bon pour tout le monde? C'est où les conversations là? À quoi sert? C'était à 14h06, ça, j'ai zappé la question. À quoi sert le pointeur 10 puisqu'on a les accesseurs? Effectivement, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit ce que je vous faisais, c'était pour vous montrer qu'il y avait ce pointeur, mais que ça n'avait aucun sens. Hein. Et j'ai envie de dire, on n'a même pas besoin des accesseurs. De toute façon, quand je suis dans une méthode de la classe, j'ai accès aux attributs. Hein, donc, ce que j'avais fait ne servait à rien. Non, là où ça peut être intéressant, c'est, vous savez, s'il y a des objets qui doivent se connaître mutuellement. Dans certaines applications, alors on va prendre un truc simple, hein, là, ne serait-ce que dans le 303, c'est pas, enfin, dans le 304 plutôt. Ouais, là, on va être dans la même classe. Non, il faudrait que je fasse, bon. Qu'est-ce qu'on avait vu en modélisation, là, dans le TD1 dans le TD1 par exemple, je sais pas, je dis au pif, un adhérent, il a la liste de ses emprunts. Donc, il a des pointeurs sur emprunt. Et puis, un emprunt, je veux pouvoir remonter directement à l'adhérent qui l'a effectué. Donc, un emprunt, il a un pointeur sur adhérent, des choses comme ça. Et bien, du coup, hein, quand je vais dire à l'adhérent de créer un emprunt, et puis il va se passer lui-même en paramètre au constructeur d'emprunt. Il va passer son pointeur 10, en fait, au constructeur d'emprunt pour que l'emprunt connaisse l'adresse, en fait, de l'adhérent qui le crée et puisse fixer son pointeur. Bon. Il y a des situations où on en a besoin hein, de ce pointeur 10, mais là, pas dans les exemples simples hein, qu'on voit aujourd'hui. Moi, je voulais juste vous montrer qu'il existait. Hein, on ne se rend pas compte, mais en fait, quand un objet appelle une méthode, elle reçoit l'adresse de l'objet dans ce petit pointeur 10. Aujourd'hui, on n'en a pas besoin dans les exemples. On peut en avoir besoin. Ou bien alors, un exemple aussi, mais vous on ne le fait pas du coup en C++. Vous avez fait une application graphique avec deux fenêtres. Et quand vous faites quelque chose dans l'une, ça entraîne quelque chose dans l'autre et réciproquement. Il faut que les fenêtres se connaissent. Hein. Du coup, à un moment donné, il y a une des fenêtres qui va se passer en paramètre à l'autre. Enfin, ça dépend comment on code. Hein. On peut aussi coder en évitant ça. Mais enfin bon, voilà. Ça arrive qu'un objet ait besoin de se faire connaître à un autre. Et donc, du coup, il passe son pointeur 10, en fait. Hein, la méthode passe 10 à l'autre objet. Mais on y reviendra. Hein, on y reviendra. Voilà. Et sachez juste qu'il existe ce pointeur. Bon, d'autres questions ? D'autres ? Non ? Bon, bah, je vous laisse alors, ça va? Vous allez vous en sortir. Donc, vous faites hein, les exercices pour la prochaine fois. 301 et 302, suivant exactement le même principe de tout ce qu'on vient de dérouler.
Hein. C'est juste à l'intérieur des accolades des méthodes, le cœur des méthodes qui change un tout petit peu. Et là, vous venez d'avoir un partage d'écran, c'est tout bête. Du coup, c'est juste du plus, du moins. Voilà, c'est vraiment. Pour les nombres complexes, ça va être un peu plus compliqué. Enfin, je vous renvoie à vos cours de maths pour savoir les formules qu'il faut appliquer. Mais enfin, c'est juste des calculs. Il n'y a pas d'algo avec des boucles ou quoi, donc c'est vraiment tout simple. Et puis, vous pouvez essayer de démarrer les 303 et les 304, c'est ce qu'on fera au prochain TP.